Salut toi, qui que tu sois. Je m'appelle Manon, je suis la maman d'une merveilleuse petite fille de 2 ans et je suis de celles qui pensent que chaque maternité, chaque parentalité est unique et que toutes méritent d'être racontées. Alors ma mission autoproclamée est simple, amener ces histoires jusqu'à tes oreilles avec le plus de diversité possible pour que, peut-être, une d'entre elles t'aide, te booste, t'apaise, te rassure ou te bouleverse, voire même tout ça à la fois. Je te souhaite donc la bienvenue dans Première Couche. Cette semaine, c'est avec plaisir que je reçois Camille à mon micro. L'histoire de Camille est une des raisons qui m'a fait lancer ce podcast. Les sujets qu'on y aborde, on les a déjà abordés dans l'épisode de Chloé, le 10e, et pourtant ce n'est absolument pas la même histoire. Camille est tombée enceinte une première fois à cause d'un instant où son partenaire n'a pas mis de préservatif. Même si l'erreur a été réparée presque immédiatement, ça a suffi à induire une grossesse. Mais comme ce n'est ni le moment ni l'homme de sa vie, Camille avorte et se fait poser un stérilet. La vie faisant son chemin, elle finit par s'installer en Italie avec son mec. Tout se passe bien jusqu'au jour où elle se rend compte que quelque chose cloche et qu'elle fait un test positif. Dans cet épisode, Camille nous raconte ses débuts de grossesse sous l'angoisse quand elle découvre qu'elle date en fait de 10 semaines et qu'elle ne sait pas ce que ce stérilet encore présent va avoir pour conséquence, le suivi en Italie, son accouchement physio et ses débuts de jeune maman. Mais je vais laisser Camille raconter ça bien mieux que moi. Salut Camille, merci beaucoup d'avoir accepté de répondre à mes questions aujourd'hui. Salut Manon, merci à toi de m'accueillir et de faire ce que tu fais parce que c'est chouette d'avoir différents témoignages et points de vue. Merci, ça fait plaisir à entendre. Alors dis-moi, qui es-tu et d'où viens-tu ? Donc, je m'appelle Camille, j'ai 28 ans, je suis française mais j'habite en Italie, à Cuneo dans le Piémont, c'est environ à 1 heure de route au sud de Turin. Et je me suis installée ici il y a 3 ans. Je suis arrivée en mars 2019, donc oui, 3 ans. Ok. Comment est-ce que tu rencontres ton homme ? J'ai rencontré mon homme à une fête de quartier à Nice parce que il y a des fêtes qui s'appellent au mois de mai qui s'appellent les mai. Il y a des fêtes de quartier où il y a des ballettis et on danse. Donc moi j'étais une danseuse. Je dis j'étais parce qu'avec le Covid on n'a plus du tout l'occasion de danser. Ouais. Et donc j'ai rencontré mon chéri parce qu'il était musicien sur scène à cette fête-là avec d'autres amis français que je connaissais déjà. Et donc je connaissais déjà son existence mais je l'avais jamais vraiment rencontré. Et à la fin du concert, je suis allée les saluer parce que voilà, c'est des amis à moi et moi je parlais déjà bien italien et donc j'ai commencé à lui parler en italien. Et voilà, c'est comme ça qu'on a commencé à échanger et puis on s'est mis ensemble. Ça c'était au mois de mai, on s'est mis ensemble que début septembre parce que ça a été un peu long à se mettre en place parce que lui, on était à distance parce que moi, je savais pas trop ce que je voulais. Je sortais d'une relation qui avait été sérieuse mais aussi difficile. Et donc j'avais aussi besoin de temps pour me reconstruire un peu, pour savoir ce que je voulais et aussi, comme je te disais, je voulais pas d'une relation à distance et j'ai décidé de me mettre avec lui parce que j'avais aussi entre-temps décidé justement de partir au Piémont, m'installer, mais pas que pour lui, aussi pour le confort de vie qu'il y a ici comparé à ce qu'on peut trouver sur la Côte d'Azur. Il me convenait mieux d'être plus proche de la campagne, de la montagne, de la nature, d'avoir un rythme de vie plus tranquille et aussi parce que je tournais en rond dans mes amitiés et alors qu'au Piémont, j'y allais régulièrement pour danser aussi et je m'étais fait rapidement pas mal d'amis. Je m'étais dit mais alors si c'est si simple là-bas et pourquoi je galère ici à me refaire un cercle d'amis. Donc voilà, j'ai décidé et du coup je me suis lâchée avec lui aussi. Je me suis dit bon bah du coup je peux me lâcher avec lui, je peux m'autoriser ce que je ressens parce que ce sera pas une relation à distance. Ouais, l'Italie, tu connaissais un petit peu, ça, c'est un pays qui te faisait rêver, au-delà du Piémont en particulier, mais le pays dans sa globalité. Oui et non, disons que j'ai commencé à apprendre l'italien en 4e parce que donc nous sur la côte on nous propose l'espagnol ou italien en LV2
Et mais sans trop savoir pourquoi, c'était un peu au hasard que j'ai choisi Bonne Pioche. Ma maman m'avait C'était dit plus près? non. Oui, voilà, ma mère m'avait dit de toute façon, on est au bord de la frontière. Et effectivement, l'espagnol c'est aussi utile, mais comme on est à côté de la frontière, ça lui paraissait plus logique. Et moi, j'avais absolument aucune préférence, donc j'ai coché sur la feuille ce que ma mère m'a dit de cocher, quoi. Et t'as bien fait, du coup. Et puis après, ça a toujours été un pays qui m'a attirée, mais de par sa culture, mais pas plus que ça, quoi. Moi, j'avais déjà fait divers voyages dans ma vie. J'ai passé aussi 6 mois en Australie au pair quand j'avais 18 ans, et j'ai toujours dit, je Chouette. rentre chez moi. Ouais. J'ai toujours dit, non, mais moi, je rentre chez moi. Nice, c'est chez moi, quoi. Et Ouais. j'avais fait aussi 2 stages en Italie de 4 mois, un à Sienne et un sur le lac de Garde pendant mes études. Et pareil, je disais, ouais, c'est cool, je suis contente, je parle italien, j'aime bien les gens, mais je rentre chez moi. Jusqu'à ce que je découvre Cuneo et le Piémont, et là, je me suis dit, ouais, mais c'est trop bien parce que c'est l'Italie, mais c'est l'Italie qui me correspond, tu vois. C'était vraiment l'endroit où j'avais envie d'être, et j'avais jamais ressenti ça, mais j'ai vraiment ressenti l'appel au fond de moi, tu vois. Il faut que j'y aille, c'est là-bas ma place. Ouais, c'est cool. Enfin, c'est cool de trouver ça, même si ça Et doit pas être facile. Mais bon, on y reviendra. bon, l'avantage, c'est aussi que je suis pas non plus super loin parce qu'on est à 3 heures de route de Nice. C'est Ouais. pas comme aussi certains Italiens qui sont originaires du sud de l'Italie et qui viennent travailler et s'installer dans le nord, sur Milan et sur Turin parce que il y a du boulot. Et eux, vraiment, c'est ou 12 voire 15 heures de voiture ou 1 heure de vol, quoi. Ah ouais. Ouais. Je me rendais pas compte de la longueur en temps de voiture. Non, elle est très longue, l'Italie. Et alors, comment se passe ton entrée dans le monde de l'obstétrique? Moi, j'ai jamais été fan des gynécologues, mais vraiment jamais, parce que la première fois que je suis allée voir un gynéco, j'avais 19 ans. Parce que j'en avais pas besoin avant, en fait, je veux dire, pour moi, j'étais pas sexuellement active, je voyais pas l'intérêt d'aller voir un gynéco. Et donc, la première fois que je suis allée voir un gynéco, c'était pour demander une pilule parce que j'avais un petit copain. Et donc, je m'en suis fait dire de toutes les couleurs, alors que, j'ai 19 ans, quoi. Oh là là. Donc ça, voilà. Et donc, ça a jamais été trop un grand plaisir d'aller chez le gynéco. Et par la suite, oui, ça a été toujours un peu comme ça. Bon, entre-temps, j'ai trouvé quelqu'un qui me correspondait un peu mieux en France, mais bon, la vie a fait que je l'ai pas beaucoup vu, et puis voilà. Enfin, non, elle a rien dit quand je lui ai parlé de mon avortement. Elle m'a dirigée vers vers un confrère qui lui a fait l'acte parce qu'elle le faisait pas. Et puis ensuite, elle m'a posé un stérilet et ensuite je suis partie en Italie. Parce que t'es tombée enceinte une première fois et du coup, Ouais, je suis tombée enceinte la première fois juste avant de me mettre avec Michele, mon chéri actuel, avec qui on a eu notre bébé il y a un peu plus d'1 an. Justement parce que c'était cette année-là, c'était 2018. Donc je me suis séparée tout début janvier 2018 de mon histoire d'avant, avec qui donc on était ensemble depuis 1 an et 4 mois. Et on s'est séparés parce que je me suis rendu compte que pour moi, au bout d'1 an et 4 mois, c'était une histoire sérieuse, et donc je commençais à envisager l'avenir, le moyen, voire le long terme. Et pour moi, l'avenir, ça voulait dire avoir des enfants, parce que depuis que je suis toute petite, je sais que j'aurai des enfants. Enfin, pour moi, c'est passage obligatoire, pas parce que c'était une pression sociale, mais vraiment parce que j'en avais envie. Et je me suis rendu compte qu'en fait, c'était pas l'homme qui serait le père de mes enfants, parce que parce qu'il s'occupait assez de moi. Enfin, c'était assez cyclique, c'était bizarre. C'était genre un jour je suis couverte de cadeaux, et puis pendant 3 mois on vivait ensemble, hein.
On a vécu ensemble pendant 6 mois, puis après il a dû partir en formation, donc on se voyait plus que les week-ends. Mais je veux dire, on vivait ensemble. Et mais c'était moi qui m'occupais de tout à la maison, des repas, du ménage. Lui, Ah oui, déjà. Ouais, déjà, ouais. De sa lessive. Et puis en fait, on a eu une histoire un peu spéciale dans le sens où on a vécu pendant 6 mois dans une cabane pas dans les bois, mais presque sur un terrain dans l'arrière-pays niçois, à 1 heure de route de la grosse ville, mais à une demi-heure du premier supermarché. Sans eau ni électricité, donc on avait 2 panneaux solaires pour faire semblant d'avoir un frigo, mais ça marchait pas terrible. Et bon, oui, on avait quand même de la lumière quand il faisait nuit. Ils pompaient de l'eau dans la rivière une fois tous les 3-4 mois et on stockait dans une cuve de 1000 litres et ça redescendait jusqu'à la cabane, donc on avait l'eau courante mais pas potable. Donc il fallait aussi gérer les jerrycans de potable. Par contre, ça c'était lui qui gérait, mais donc voilà, pour te dire, c'était quand même une logistique assez complexe. Mais il fallait gérer donc les courses sans que ça s'abîme parce qu'on n'avait pas vraiment de froid. Où il fallait gérer les lessives, donc une fois tous les 15 jours, 3 semaines, je descendais chez ma mère pour faire le gros, c'est-à-dire les draps et ses vêtements de travail. Mais toutes les petites choses, les slips, les t-shirts et moi mes fringues normales, parce qu'en même temps je travaillais, je travaillais, je descendais tous les jours justement à une demi-heure de route pour faire mes 35 heures semaine. Et donc voilà, toutes ces petites je le faisais à la main. Enfin ouais, c'était une grosse logistique quand même. Donc ça a duré pendant 6 mois jusqu'à mi-septembre. C'est un choix de vie hyper fort en fait que tu fais à deux et en fait, ça s'est un peu apposé à nous et puis moi je m'en foutais parce que tu vois ce que je me disais, j'avais que ça à faire en gros parce que mon boulot, voilà, j'étais employée, j'étais assistante commerciale, mais ça me prenait mes 35 heures par semaine. Je veux dire, j'avais pas besoin d'y réfléchir en dehors du travail. Et puis c'était l'aventure et c'était rigolo. Puis comme je te disais, moi ça m'a toujours appelé la nature. Donc et c'est aussi pour ça que je suis venue m'installer au Piémont parce que finalement là-bas j'étais bien aussi. Bon, ce que j'ai regretté quand même, c'est d'avoir été loin du monde, d'avoir moins, voire beaucoup du tout de vie sociale, parce que quand t'es loin comme ça, les gens ne se déplacent pas jusqu'à toi, et toi t'as pas non plus envie de faire la route toutes les 2 minutes. Donc voilà. Mais bon, ça a pas duré éternellement. À partir de quand on s'est séparés, ça faisait déjà 4 mois qu'on vivait plus comme ça, on revivait de manière normale. Moi, j'étais redescendue sur Nice et lui du coup il était en formation, on revivait dans une maison normale tout le temps. Mais on passait nos week-ends à la cabane parce que c'était un choix de vie aussi parce qu'en fait il y avait un projet derrière. Lui il était en train de remettre en état une oliveraie qui avait brûlé il y a une 50aine d'années et donc il voulait relancer la production d'olives. Puisque tous les oliviers qui avaient brûlé avaient fait des rejets, et donc il avait tout débroussaillé, tout retaillé ses oliviers et tout ça. Et puis il y a forcément des projets annexes à un aussi beau projet, donc on avait des ruches. Et je l'avais motivé à faire une cabane dans les arbres, parce que c'était mon rêve, mais une vraie belle cabane où qu'on puisse faire une belle chambre d'amis, tu vois, avec un petit coin de couleur de l'eau. Trop cool. Ouais. J'imagine très bien, je visualise très bien. Et voilà. Et donc c'est sûr que lui il était très occupé en dehors de la maison entre guillemets, enfin c'était pas la maison, c'était une cabane de 20 mètres carrés parce que voilà, c'était son projet quoi, il fallait qu'il s'occupe de son oliveraie. Mais c'était H24 le boulot quoi, c'était impressionnant, il avait une force de travail et puis une concentration sur le long terme aussi qui faisait que je passais quand même un peu sur le second plan. Et si on n'avait pas fait ce choix-là, si j'avais pas décidé d'aller vivre avec lui dans la cabane cet été-là, je pense qu'on se serait vu une fois tous les 15 jours, une fois par mois, enfin je sais pas. Pas beaucoup quoi. Ouais, mais du coup tu t'es quand même retrouvée avec toute la charge mentale liée à faire tourner la cabane. Mais en même temps j'avais que ça à faire quoi, donc bon je me plains pas plus que ça, c'est juste que je me suis rendu compte que
dans l'état actuel des choses, c'était gérable. Mais si on voulait progresser dans notre vie commune et si on voulait voilà justement penser à avoir des enfants tout ça, je me suis dit c'est pas possible. Là, je vais exploser parce que je sais que un enfant c'est du boulot et ça peut pas marcher sur ce modèle-là. Et je peux pas non plus vivre loin de lui dans le sens où j'aurais aussi quand même besoin de son aide pour élever des enfants. Donc Oui. ça marchera pas. Ouais, je comprends. Sauf que du coup, t'es tombée enceinte de lui. Non, je suis pas tombée enceinte de lui. Du coup, après cette histoire, ma vie est compliquée, désolée. Non, mais je vais essayer de raccrocher les wagons, pas de souci. Du coup, je me suis séparée et en fait, la séparation est très, très difficile parce que donc c'est moi qui ai décidé de me séparer, mais j'étais quand même très éprise. Et donc j'ai mis du temps à m'en remettre. Bon, j'ai aussi retrouvé entre guillemets ma liberté, j'ai retrouvé une vie sociale et je me suis dit waouh, c'est cool. C'est là que j'ai commencé à aller au Piémont et à découvrir justement cette vie sociale du Piémont qui m'a vraiment plu. Et mais en même temps, je me disais ouais mais bon Camille, tu peux pas passer ta vie au Piémont, tu peux pas y aller tous les 15 jours, c'est bien beau mais bon c'est quand même bon à l'époque c'était 2h30 de route parce qu'entre-temps, je sais pas si t'as entendu parler de la tempête Alex qu'il y a eu au mois d'octobre il y a 1 an et demi. Non, mais là j'avoue que j'ai pas eu cette info là. Il y a eu une grosse tempête qui a touché le département des Alpes-Maritimes, notamment 3 vallées, dont la vallée de la Roya, qui était la route nationale, qui était la route la plus courte pour aller au Piémont. Et en fait, la tempête a littéralement tout détruit sur son passage et quasiment toute la route, qu'il y avait dans la vallée pour monter en Italie. Et du coup, on est obligé de faire le tour par l'autoroute, par Savone et par Vintimille maintenant. Et du coup, on est obligé d'allonger une bonne demi-heure. Donc avant, on mettait 2h40, 2h45. Maintenant, on met 3h10. Ah ouais. Ouais, donc compliqué d'y aller tout le temps. Bah, en fait, moi, je me suis installée au Piémont, c'était quoi 6 mois avant la tempête. Donc ça allait, mais déjà de se dire se faire 2h40 de route tous les 15 jours juste pour aller s'amuser, et là, à un moment tu te dis bon. Ouais, c'est clair. Bon, il faut que j'arrête les bêtises quoi. Et donc j'ai dit bon, j'ai pas dit j'arrête la bêtise, j'ai dit je me calme, de toute façon ça va être l'été sur la côte, là il va y avoir la mer, je vais retrouver, enfin voilà, c'est toujours plus festif. Donc je vais un peu oublier le Piémont. Et du coup, pour me motiver à ça, je me suis inscrite sur Tinder. Et j'ai rencontré un garçon. Et c'est de ce garçon-là que je suis tombée enceinte, du coup, au mois d'août 2018. Mais en fait, ce garçon, je sais même pas pourquoi. Enfin, je sais pas. C'était une erreur. Du début jusqu'à la fin. Aujourd'hui encore, je n'explique pas comment je me suis retrouvée à flirter avec ce mec parce qu'en fait on n'avait rien en commun et bref, c'était peut-être le désespoir, j'en sais rien, mais ouais, c'était un moment de ta vie où tu ressentais peut-être le besoin d'être avec quelqu'un ce soir. Je sais pas. Ouais. Donc je sais même plus pendant combien de temps on s'est fréquenté, peut-être 1 mois, 1 mois et demi. Et il savait que je n'avais pas de contraception puisque j'avais arrêté ma pilule après m'être séparée au mois de janvier. Du coup, je m'étais dit, bah voilà, j'avais envie aussi de me défaire de la contraception pour voir dans mon corps comment ça allait éventuellement mieux ou moins bien, ou enfin voilà, redécouvrir un peu mon cycle et tout ça. Et retrouver l'équilibre naturel, quoi, on va dire. Et la dernière fois qu'on s'est vu, on m'a quand même pénétré ce préservatif. Donc je l'ai tout de suite fait sortir et j'ai dit non mais c'est hors de question, je te l'ai déjà dit 15 fois. Pas possible, je t'ai dit que j'étais sans contraception, je veux pas prendre de risques. Et du coup, il a mis un préservatif et on a continué nos petites affaires. Mais juste ça a suffi. Ouais, juste ça a suffi, ouais. Alors que je l'ai fait sortir. Ouais. C'est comme quoi ça peut vraiment arriver.
Bah, de toute Rien. façon, enfin, moi, je me souviendrai toujours du cours de prévention qu'on nous avait fait en quatrième, et là, je me suis dit, enfin, je me suis un peu dit merde, je savais pas quoi, si ça pouvait être grave ou pas, hein. Mais bah du coup, je me suis rendu compte que oui. Mais aussi pas de chance, hein, c'est la faute à pas de chance, hein. C'était peut-être Ouais, bah, c'est clair. à goutte, c'était peut-être aussi vraiment le mauvais moment du mois pour moi. Peut-être qu'on aurait fait ça une semaine avant et ce serait rien passé, tu vois. Mais bon, c'est la vie, c'est comme ça. Et donc je m'en suis rendu compte Ouais. 4-5 semaines après. Et vraiment une intuition, parce qu'en plus moi j'ai pas du tout des cycles réguliers, mais alors pas du tout. J'ai genre mes règles tous les 6 voire 8 semaines. J'avais à l'époque, parce que maintenant je sais plus trop. Et donc là ça faisait 8 semaines que j'avais pas eu mes règles et je me suis dit, enfin, on sait jamais quand même, tu vois. Et j'ai eu la présence d'esprit de faire un test de grossesse, et heureusement quoi, parce que du coup j'ai pris rendez-vous tout de suite chez ma gynéco qui me l'a daté. Je suis plus à 4 ou 5 semaines, donc ça va, j'étais encore dans les cordes, mais j'ai eu peur. Franchement, j'ai eu peur parce que vu que il te compte en aménorrhée, je me suis dit putain, c'est compte en aménorrhée, sachant que moi j'ai un cycle vraiment n'importe quoi, je vais être vite dans la merde. Ouais. Mais là, Donc c'était voilà. bon, donc t'as pu. Ouais. Donc voilà. Et donc pour moi cet avortement, ouais, ça a été absolument pas du tout problématique dans le sens où j'avais vraiment d'autres projets, c'était pas à l'ordre du jour, même si comme je te disais, j'ai toujours rêvé d'être maman. Il était hors de question d'être maman dans ces conditions-là, quoi, avec. Euh, et voilà, donc la question s'est même pas posée. Ça a été juste un petit peu difficile. Bah déjà, moi je voulais être vraiment transparente avec Mickaël, parce qu'on venait juste de se mettre ensemble quand j'ai découvert que j'étais enceinte. Et je lui ai dit bah voilà, enfin il est pas de toi, te fais pas de soucis. Il y aura des questions que je le garde, mais je voulais quand même te tenir au courant parce que ben je tiens à toi. Enfin, je sais pas, c'était bizarre. Ça faisait 3 mois qu'on se parlait par message intersposé, qu'on se voyait de temps en temps, mais je sais pas, je sentais que pareil que l'appel pour le Piémont. Pourtant j'avais déjà eu plusieurs histoires et des histoires sérieuses, mais je sais pas, il y avait un truc avec lui, un truc de plus quoi. C'était Tu le sentais bien. ouais, vraiment. Et donc du coup, j'ai toujours voulu lui dire parce que je me suis dit il faut que je sois transparente avec lui parce que je veux partir sur des bonnes bases et que voilà que au moins si je lui dis des choses pareilles et qu'il encaisse entre guillemets, ça veut dire que c'est vraiment lui quoi. Ouais, ça a juste un peu été difficile quand bah, je me suis retrouvée à la pharmacie une fois que j'avais pris le premier médicament chez le gynéco et que je me suis retrouvée à la pharmacie à demander les médicaments complémentaires pour finir l'avortement, parce que donc du coup j'ai fait un avortement médicamenteux. Et là je me suis mise à pleurer parce que je me suis rendu compte que oui, c'était absolument ce que je voulais. Enfin, je veux dire, je voulais pas de cet enfant, pas maintenant, pas de cet enfant-là, en plus de ce mec-là. Mais je me suis dit, pourquoi c'est si Tu voulais un enfant. compliqué? Pourquoi? Non, c'est pas que je voulais un enfant, c'était plus du pleur du genre, ben, je suis toute seule, il y a personne pour m'accompagner, j'ai honte de le raconter. Ah, oui. Parce que je l'avais dit à mon chéri, mais je l'avais dit à très peu de gens autour de moi, voire pas du tout encore au moment où je l'ai fait. J'ai pas du tout prévenu ma famille. Tu vois, de ce côté tabou et de se dire, plus tard, j'en suis arrivée là, à j'en suis arrivée là, quoi, à devoir faire ça un peu dans la clandestinité, cachée, parce que j'ose pas le dire. Et voilà. Mais pas pour le regret d'enfant, pas du tout, non. Non, d'accord, ouais. Et voilà, vraiment... ouais. Bon, après, c'est passé, les 2 jours après, ben, du coup, j'ai expulsé, l'œuf, je sais pas trop ce que c'était. L'embryon. L'embryon, voilà. Et, et toute seule chez moi, toujours. Alors, ils m'ont pas fait aller à l'hôpital, j'étais toute seule chez moi. J'avais dit à mon voisin de passer, parce que mon meilleur ami et voisin, enfin, c'est le voisin de mes parents, mais il habite juste à côté. Et
Et voilà, et c'est tout. Et ma mère qui est passée me voir en fin de journée, qui me dit ah bah t'es malade. Alors j'ai menti, hein, j'ai dit que j'avais un truc du style la gastro, je sais pas quoi. J'ai dit bah ouais, ça va vraiment pas, mais voilà. Et voilà, et j'ai avorté. T'en as jamais parlé? Ma mère, non, j'ai jamais dit. Ni à ma mère, ni à ma sœur, ni... Par la suite, 2-3 mois après, je l'ai dit à quelques copines. Mais il y a eu vraiment peu de monde qui ont été au courant. J'en ai parlé à une docteure et amie avant d'avorter. Et puis, j'ai bien fait parce que... Je sais plus quand c'était genre... ouais, 15 jours, 3 semaines après l'avortement. Un soir, je me suis remise à saigner très fortement. J'ai appelé le SAMU qui savait pas trop quoi me dire à part aller aux urgences. Mais moi j'avais pas spécialement envie d'aller aux urgences parce que le lendemain j'avais un truc de prévu. Et du coup je l'ai appelée elle et elle m'a dit écoute, donne-toi 1 heure de temps. Si tu vois que dans 1 heure ça se calme, eh ben c'est bon. Mais si par contre tu vois que c'est la grosse hémorragie, tu appelles les pompiers quoi. Et en fait, elle a eu le bon réflexe et effectivement, ça s'est calmé et j'ai pu faire mon truc le lendemain et voilà. Tant mieux. Mais oui, c'est vrai que du coup, t'étais vraiment toute seule. Ça peut pas dû être facile. Bah, c'est surtout que le gynéco, il m'avait pas dit que 15 jours, 3 semaines après, je pouvais re-saigner comme ça, tu vois. Parce que c'est pareil, tu vois, c'est toujours le tabou sur ces choses-là. Il m'a jamais dit que j'allais saigner pendant plusieurs jours, comme on te dit pas forcément que t'allais le chier en postpartum, ou que tu le découvres justement pendant la grossesse, mais tu savais pas avant. Et voilà. Ouais, la communication sur ce genre de truc, c'est clair que... Ouais, voilà. Il y a beaucoup de chemin à faire encore. Bah, ouais. C'est aussi pour ça qu'il y a des podcasts comme le mien qui existent. Hein. Ouais. Et voilà. Donc à partir de là, tu choisis une nouvelle contraception? À partir de ce moment-là, j'ai revu ma gynéco suite à l'avortement et puis donc le gynéco qui m'avait fait avorter m'avait represcrit la pilule qui m'avait fait reprendre absolument le même jour de l'avortement quand il m'avait dit c'est non négociable, tu reprends la pilule. Pareil là, j'avais 24 ans à l'époque, je pense que je suis plus une gamine, je sais bien que voilà, ce qui s'est passé c'était un accident, je sais comment on fait des bébés. En fait, je l'ai écouté, mais j'aurais pas dû, tu vois, j'aurais pas dû la reprendre, ces pilules. Du coup, j'ai fait des cycles n'importe quoi, j'ai pas eu mes cycles en phase avec la pilule. Et quand j'ai revu ma gynéco 1 mois et demi plus tard, je dis bah voilà, la pilule c'est du n'importe quoi, je l'ai reprise tout de suite après l'avortement comme il m'avait dit, mais ça marche pas. Et du coup elle m'a dit bon bah voilà, on va la changer. Et je dis ouais mais moi je voudrais un stérilet si c'est possible. Et du coup elle m'a dit ah bah ouais, et enfin concours de circonstances positives, il s'est avéré que en fait j'étais en fin de règle, j'avais encore le col ouvert, elle en avait un dans son cabinet et ben elle me l'a posé. Ah, donc cool. J'ai douillé. Mais elle me l'a posé. Bon, ouais. Bon, pas trop cool en fait, mais au moins c'était fait. Ouais voilà, au moins c'était fait. Et donc je suis partie avec mon stérilet et voilà, et puis je suis partie du coup 4 mois plus tard avec mon stérilet. Je suis partie 4 mois plus tard en Italie avec mon stérilet au cuivre. Tout va bien. Ouais, tu t'avais pris la décision d'aller t'installer en Italie. Ouais, ben ça a mis un peu plus de temps que prévu parce que moi je m'étais dit ouais je pars mi-novembre et en fait il a fallu que je règle des trucs, donc je n'ai pu partir que début mars. Mais je suis partie, ouais. Et donc tout va bien, la belle vie, tout ça, et sauf qu'un jour tu te rends compte que tout n'est pas comme d'habitude. Ouais, c'est ça. Donc je suis partie en Italie, je me suis installée, j'ai trouvé un boulot, j'ai trouvé un appart et on s'est installé ensemble avec Michele. Et puis il y a eu le Covid. Donc moi j'ai pas super bien vécu le fait d'être enfermée à la maison au début quand il y a eu pour remettre les choses dans leur contexte, les Italiens, nous on a été les premiers à s'enfermer, on s'est enfermés le 9 mars. Je m'en souviendrai toujours parce que c'était le lendemain du 8 mars, journée de la femme. Et là, je suis dans l'obligation de rectifier, journée des droits des femmes, évidemment. Et
Donc moi j'ai quand même réussi encore à aller au bureau pendant 2 jours et puis au 3e jour on me dit non mais vous rentrez chez vous, on essaye de faire du télétravail et voilà. Et donc moi ça allait pas du tout, j'ai vraiment mal vécu le fait d'être enfermée, j'ai tout fait pour retourner au boulot le plus vite possible, donc j'ai quand même réussi à retourner travailler au bout de 6 ou 7 semaines. Mais ça allait pas quand même parce qu'en fait au boulot j'étais toute seule, on était très peu nombreux dans les bureaux parce que justement ils voulaient garder un maximum de gens en télétravail. Et puis de toute façon mon boulot ça n'allait plus. Je me suis rendu compte que, enfin déjà ça allait pas terrible avant la quarantaine, mais alors après la quarantaine je me suis rendu compte que ça allait pas du tout. Et donc j'ai commencé à déprimer. Je comprenais pas ce qui m'arrivait, j'avais du mal à dormir alors que je suis une grosse dormeuse, j'ai pas du tout de difficultés, mais je faisais des rêves, j'avais le sommeil léger. Et puis j'avais des soucis de digestion, alors je me disais c'est bizarre, est-ce que j'ai mes intolérances alimentaires qui reviennent? Ça allait pas quoi, ça allait vraiment pas. Et du coup j'ai décidé d'aller voir mon médecin traitant. Entre-temps du coup c'était la première fois que je la voyais je crois parce que peut-être la 2e, je sais plus, parce que j'avais mis un peu du temps à faire les démarches en Italie. Et elle m'a dit, bah écoute, y a pas de souci, je t'arrête 10 jours, comme ça t'essayes de te reposer. Elle m'avait donné un espèce de somnifère à base de plantes. Enfin, c'était pas vraiment un somnifère, mais un truc pour me calmer. Elle me disait, tu prends ça le soir avant d'aller te coucher. Et elle m'avait quand même demandé si j'étais sous contraception. Et moi, je lui ai dit, bah ouais, j'ai un stérile au cuivre. Et puis donc ça c'était déjà mi-juin je crois. Et puis du coup moi je me dis bon ben pour que ce soit utile quand même ces 10 jours d'arrêt, il faut qu'on s'en aille, il faut qu'on parte, même si on part pas longtemps, on part 3-4 jours, faut qu'on aille prendre l'air. Donc j'ai motivé mon chéri et on est parti 3 jours dans le Var chez ma tante. Et puis entre-temps, j'en avais parlé avec des copines aussi qui m'avaient dit mais tu serais pas enceinte, et moi je disais mais non, c'est pas possible, j'ai le stérile au cuivre, je peux pas tomber enceinte, c'est quand même ça a l'un des meilleurs taux de contraception possible, machin. Et du coup voilà, entre-temps après on va chez ma tante et puis en revenant du Var, du coup comme on était sur la route pour Nice, je m'arrête chez mes parents, chez mes grands-parents. Enfin, on déjeune avec eux à midi, c'était le lendemain du 21 juin, il faisait beau, du coup on était en maillot de bain à la piscine. Et puis ma mère qui me regarde et qui me dit mais c'est quoi ton nombril qui te sort un peu comme ça? Parce que bon, je vais faire des envieuses, j'en suis vraiment désolée, mais moi je suis une nana mince, au ventre plat naturellement, j'ai pas besoin de faire de sport et c'est comme ça. Et c'est vrai que j'avais le nombril qui sortait, puis même moi je trouvais que j'avais pris un peu du bide, tu vois, et puis je me suis dit non mais c'est parce que c'est la quarantaine, on n'avait rien fait pendant 3 mois, j'ai fait que bouffer. Ok, je fais pas de sport habituellement, mais quand même je suis active en général, tu vois. Enfin, ouais, tout s'expliquait en fait. Ouais, enfin pour moi, il y avait une réponse à tout, tu vois. Et ma mère qui me dit, tu serais pas que tu serais pas un peu enceinte? Un petit peu. Et moi, toujours la même réponse, mais non, c'est pas possible. Mais tu sais, quand c'est ta maman qui te l'a dit, ça fait tilt plus que quand c'est les autres, tu vois. Je vois bien. Et du coup, je me suis dit, bon. Et puis, en plus de cette mal-être générale, de cette déprime et tout, j'arrivais plus à aller courir. Parce que du coup, je m'étais dit, bon, je vais retourner courir avec la quarantaine, avec l'enfermement. Ma mère, elle m'avait dit, il faut que tu te défoules, c'est pour ça que ça va pas. Du coup, j'avais repris un peu à aller courir autour de chez moi, mais c'est vrai que les dernières séances, c'était absolument horrible, quoi. J'arrivais vraiment plus, j'étais hyper essoufflée, et puis je commençais à être essoufflée en montant les escaliers. Je me disais, c'est grave, tu vois, il y a un problème. Je me suis dit, si je suis pas enceinte, faut quand même que je fasse un test, parce que sinon, il y a un souci, il faut vraiment que j'aille consulter. Ouais. Et en fait, j'ai fait le test et il était positif. Surprise. Alors d'un côté, j'étais soulagée en me disant ouf, j'ai pas besoin d'aller voir un cardiologue, je suis pas gravement malade, machin. Et puis de l'autre, ouais, surprise, c'était pas vraiment prévu. Et toi, tu réagis comment du coup? Alors à part ce soulagement de j'ai rien de grave,
c'est quand même pas rien. Comment Ouais, non, c'est rien. À quoi Ben, tu au penses début, à ce moment-là? moi, j'ai pas trop réagi dans le sens où je me suis dit, il y a quand même le stérilet. Je sais pas qu'est-ce que ça implique. Donc, je vais pas m'accrocher à cette grossesse parce que s'il faut, je vais la perdre à cause du stérilet, quoi. Ou peut-être que c'est pas compatible avec une grossesse. Le stérilet, ils vont devoir tout enlever. Enfin, j'en savais rien. J'étais absolument pas Mmh. informée. Donc, Mais potentiellement, c'était une bonne nouvelle, une oui, bonne potentiellement, surprise. j'étais quand même très contente parce que moi, dans mon petit cerveau de nana qui prévoit un peu les choses quand même, j'osais pas trop encore en parler à Mickaël et parce que bon, c'est vrai que notre relation était relativement fraîche, quoi. Ça faisait 1 an et demi qu'on était ensemble. Mais surtout, j'avais peur de sa réaction, de la réaction typique des bonhommes, tu sais, du genre non, j'en veux pas ou c'est trop tôt, tu vois. Mais moi, dans ma tête, c'était quand même de commencer à lui demander en fin d'année, donc d'ici 6 mois. Parce que mon anniversaire c'est le 27 novembre, donc tu vois, j'aurais commencé à le tanner en lui disant je veux ça pour mon anniv, et puis j'aurais continué à le tanner en disant je veux ça Ah oui, pour Noël, et tu avais puis tout j'aurais prévu. ouais, j'avais prévu. Et je m'étais dit comme ça, peut-être tranquillement, ça se mettra en route début d'année suivante, tu vois. Mmh, ouais. Bon, il s'avère qu'il est né début d'année suivante. Du coup, c'était juste un petit peu plus, en avance mais ça Ouais, ça respectait le ouais, calendrier, juste pas les mêmes étapes. voilà. Et alors, comment est-ce que tu l'annonces à ton mec et comment est-ce qu'il réagit? Bah, en fait, moi, je lui avais dit, cette semaine, je vais faire un test. Je te dis pas quand, parce que il est quand même de nature assez stressé et machin. Et je voulais pas en rajouter. Et puis c'est surtout que on était tous les deux très conscients qu'il y avait justement ce stérilet. Et je lui ai dit je vais faire un test parce qu'il faut quand même que justement que j'ai le cœur net sur peut-être qu'il faut que je consulte parce que je suis peut-être très gravement malade. Toujours. Et, et donc je lui ai pas dit. Donc j'ai fait un test le vendredi matin. Et donc j'ai gardé ça pour moi. J'ai essayé de contacter mon médecin traitant toute la matinée, mais elle répondait pas. Et le soir, j'étais assise sur le canapé, on glandouillait un peu en attendant d'aller rejoindre des amis pour l'apéro. Et il me regarde et il a compris. J'ai rien eu Ah ouais? besoin de lui. Ouais, je te C'est jure. fou. C'était marqué sur toi, quoi. Ouais. Parce que oui, là, Et vous étiez rentrés. ouais, on était rentrés, ouais. Bah, ça faisait une semaine qu'on était rentrés. J'avais repris le boulot depuis D'accord, le OK. lundi. Et voilà. Et parce que, enfin, je repoussais quand même le moment de le faire ce test Mmh. parce que du coup quand tu penses tu te dis ah mais alors du coup effectivement ouais peut-être je suis enceinte, peut-être c'est cool mais peut-être c'est pas cool, enfin Ouais. il y a quand même 1000 questions, comment lui il va le prendre, est-ce que de toute façon ça va être une grossesse viable ou pas, est-ce que on partait pas sur genre un vrai désir d'enfant, ça y est on se lance dans le projet quoi, c'était plein de points d'interrogation. Et Et donc lui, bah, gros stress, il s'est pris vraiment la vague de stress là. Et je lui dis écoute, ne commence pas à te stresser. On sait, comme j'arrête pas de répéter, on sait pas si cette grossesse elle est viable parce qu'on sait pas ce que ça donne le stérilet. Et je dis j'ai essayé d'appeler le médecin toute la journée, mais elle m'a pas répondu. On voit lundi quoi. On prend le week-end tranquille et puis ça, no stress quoi. Ouais. Donc j'ai réussi à avoir mon médecin traitant ensuite le mardi. Et elle m'a envoyé tout de suite aux urgences gynécologiques parce qu'elle m'a dit, Ah oui? ben écoute, ouais. Elle m'a dit va aux urgences, elle m'a fait une lettre de recommandation et elle m'a dit va aux urgences parce que on sait pas. Elle me dit on sait pas. Elle me dit tu sais pas trop quand est-ce que c'était tes dernières règles. Ah bah Tu vas être oui, enceinte ouais, ça se depuis trouve, 2 tu es jours. enceinte depuis longtemps. Ouais, Ouais. voilà, exactement. Donc je suis allée aux urgences gynécologiques et là ouais ça a été la grosse douche froide pour moi aussi parce que il m'a dit vous êtes enceinte de 10 semaines. Waouh. Donc déjà voilà. Et puis il m'a dit surtout moi j'avais vite fait regarder sur le net le truc qu'il faut pas faire. Et j'avais vu qu'en général ils essayent de les retirer les stérilés. Et moi il m'a dit mais moi je peux pas vous le retirer le stérilet là, c'est pas possible. C'était trop tard?
trop avancé dans la grossesse? Le médecin m'a dit vous êtes à 10 semaines de grossesse et je peux pas retirer le stérilet. Il me dit je veux bien essayer. Il me dit mais 99 chances sur 100 que vous le perdez. Parce que Le bébé, du coup. Le bébé. Ouais. Et il m'a dit parce que votre stérilet, je peux pas récupérer les fils. Il est parti, il s'est retourné dans l'utérus et je suis quasiment sûre d'accrocher la poche de sac amniotique en allant le récupérer. Donc vous allez perdre le bébé. Il m'a dit si vous voulez le garder, il faut tout laisser en l'état. Et donc déjà moi premier choc, il y avait la sage-femme qui était là, qui me tenait la main pendant que je pleurais sur la chaise. Vous êtes enceinte de 10 semaines, quoi. Je me suis dit, putain, déjà à 10 semaines, je me sentais un peu coupable, tu vois. Ça relève pas encore du déni de grossesse, mais je me suis dit, j'ai perdu les 10 premières semaines de ma grossesse, je me sentais un peu coupable. Ouais. Et pourtant, c'est clairement pas ta faute. Et puis, tu sais, enfin, je pense que c'est pas pareil que je suppose que celle qui cherche à en avoir et voilà, et de dire, ah, ça y est, mon essai a fonctionné. Non, là, moi, j'avais pas du tout essayé. Mais bon. Ouais. Et puis aussi, et alors du coup, je dis, ouais, mais si on laisse tout en l'état, qu'est-ce qui se passe? C'est quoi les risques? Le stérilet, c'est quoi qu'est-ce que ça implique tout ça? Et je sais pas pourquoi il a commencé à me parler de ça, mais en fait c'était complètement hors sujet, mais il a commencé à me dire de toute façon jusqu'à je sais plus c'était combien, 22 semaines si vous le perdez, c'est une fausse couche. Et alors moi jusque là aucun souci, quoi, j'ai envie de te dire c'est la vie. J'ai pas de problème, je sais que c'est difficile d'en parler, mais pour moi j'étais OK avec ça, quoi. Ouais. Il m'a dit, mais à partir de, je sais plus c'était combien, je crois 24 semaines. Mais à partir de 24 semaines, nous on le considère viable si vous accouchez en anticipé comme ça, on vous le met en couveuse et puis voilà, vous avez votre bébé, quoi. Et là je me suis dit, un prématuré. Et là le stress qui est monté. Parce que je me suis dit, je veux pas de ça. Je veux pas un bébé prématuré, quoi. Mais c'est bizarre comme réponse à la question, parce que toi tu demandais le stérilet, les conséquences du stérilet, alors que ça c'est pour tout le monde en fait. Non, parce que je considérais que avec le stérilet, j'avais de plus fortes chances d'avoir ou une couche ou un accouchement prématuré. D'accord. Et parce que je sais pas pourquoi d'ailleurs. Peut-être parce qu'il y avait plus de risques que justement que le sac amniotique s'accroche dans le stérilet et fasse casser le sac amniotique. Et voilà. Et du coup, moi, c'était vraiment une grosse peur avoir un bébé prématuré parce que mon oncle a été un bébé prématuré et aujourd'hui, il est handicapé mental parce que on a un autre petit cousin qui a été un bébé prématuré parce que sa maman était en train de faire une prééclampsie alors lui toute sa tête va très bien mais il a de gros problèmes d'immunité et il a été greffé de moelle osseuse à 1 an, enfin des trucs pas drôles, quoi, tu vois. Ah oui, t'as un gros passif avec la prématurité dans ta famille, du coup. Pas moi personnellement, tu vois, oui, mais dans ta famille. Voilà. Et puis je me suis dit aussi les 3 mois d'enfer que ça va être le temps qu'il sort de l'hôpital, quoi, parce que tu le ramènes pas à la maison ton prématuré, tu vois. Et le stress que ça allait être et tout, tu vois. Et du coup, je me suis dit mais peut-être le mieux c'est de tout arrêter tout de suite avant de partir dans du n'importe quoi. Et puis voilà. Et donc entre-temps, j'ai beaucoup évidemment j'ai prévenu ma maman qui avait tout à fait raison et puis je lui ai parlé sans douter, ouais, du coup. je lui ai parlé de tout ça de cette grosse de ce risque de prématurité. On en a aussi parlé avec le papa de Mickaël qui est médecin à l'hôpital et qui du coup nous a donné rendez-vous avec un autre gynécologue pour avoir un second avis le lendemain.
que je n'ai pas du tout apprécié. Ah ouais. Vraiment, je l'ai trouvé. Du coup, j'y suis allée. En plus, il savait qui j'étais, quoi. Hein. Il est quand même, je suis quand même la belle-fille d'un confrère, on va dire. Et puis lui, donc c'était le chef chef du département de gynécologie de Cuneo, celui que je suis allée voir, mais le papa de mon chéri, c'est aussi un médecin haut placé à l'hôpital de Mondovi, tu vois. Donc, c'est 2 villes à côté qui sont à, 20 kilomètres l'une de l'autre. Ils sont, c'est pas n'importe qui, quoi. Et ça veut pas dire que tu dois être mieux ou moins bien traité que les autres, mais j'espérais quand même un peu. Oui, que ça se passe bien, quoi qu'il arrive, même si c'était pas forcément quelqu'un de très agréable, quoi. Et en fait, du coup, il m'a réausculté, il m'a fait exactement les mêmes examens que la veille, alors que j'étais venue avec mes échographies de la veille. Et j'ai pas trop apprécié parce que il m'a pas du coup tout demandé mon avis, mais il y avait au moins 3 ou 4 personnes autour de moi qui n'avaient pas, à qui il aurait dû demander mon consentement si j'acceptais qu'il soit présent, parce que je sais que d'avoir un stérilet, c'est pas tous les jours avec une grossesse, mais bon, c'est pas une raison pour faire qu'à école. Et surtout sans ton consentement. Ouais, voilà. Et donc après, une fois que je me suis rhabillée et qu'on a discuté, je dis voilà, le médecin d'hier, il m'a dit ça et ça. Je dis mais qu'est-ce que vous en pensez, vous? Et il m'a dit c'est là que tu te rends compte que les médecins, c'est vraiment des techniciens et que je sais pas s'ils en ont marre de parler de la même chose toute la journée, mais je veux dire, moi je sais pas. Je suis désolée, mais je sais pas. Je suis pas médecin, je suis pas gynéco. Je dis mais c'est quoi les risques? Il me dit je sais pas, je peux pas vous dire, ça se calcule pas. Je dis vous pouvez me donner un ordre d'idée. Je dis c'est 30%, c'est 60%, c'est quoi? Il me dit mais ça va pas à la tête, 30% pour nous en médecine, c'est absolument énorme. Je vous dis 8, maximum 12% de risque de perdre votre bébé à cause du stérilet, tout ça. Alors là je me suis un peu énervée. Parce que je dis ouais mais moi je peux pas deviner, c'est clair. Boulot, c'est pas bien. Je dis vous voyez qu'on y arrive à donner des chiffres et vous vous rendez compte que moi je sais pas du tout, et voilà. Et puis après il m'a sorti parce que c'est vrai que physiquement je fais jeune et on pourrait me parler comme une gamine de 16 ou 18 ans. Et il m'a dit de toute façon, si on veut pas prendre de risques, on tombe pas enceinte. Oh la vache, oh là là. Ouais, y a rien qu'à aller, quoi. Voilà, donc déjà, je suis désolée, mais j'ai pas l'âge que tu me dises un truc pareil, il me semble. Mais même, de toute façon, même les jeunes, elles ont le droit à l'âge, ouais. C'est clair. Et en plus, il me semble que je suis pas tombée enceinte. J'ai pas fait exprès, j'ai pas fait la connerie de tomber enceinte. Tu vois, il me semble que j'avais quand même un moyen de contraception qui, en théorie, faisait en sorte que... Donc ouais, je suis sortie de là assez énervée. Mais en même temps, j'avais des chiffres, tu vois. Je sais pas si c'était rassurant, mais j'avais un ordre d'idée. Et du coup, suite à ça, on y a réfléchi pendant quelques jours, mais au début, on avait décidé l'avortement. Pour moi, c'était la raison, c'était raisonnable pour éviter d'avoir un bébé prématuré, justement. Et puis Mickaël, je pense que ça l'arrangeait bien parce qu'il était pas prêt, tu vois. On en avait pas discuté avant, il n'y avait pas eu de préparation psychologique. Et voilà. Donc, on était déjà quasiment une semaine après et il m'a dit le gynéco, avant que je parte, il m'avait dit je vous fais quand même signer les papiers pour l'avortement. Il me dit parce qu'on est déjà à 10 semaines et demie et en Italie c'est jusqu'à 12 semaines l'avortement. En France aussi ça a été passé je crois à 14, mais là il y a pas longtemps. Oui, je vérifierai parce que j'ai un doute de la date et du terme, mais il me semble aussi que c'est ça. Je crois que c'est grâce au Covid, ils ont un peu allongé, mais je sais plus de combien, mais... C'est ça, la loi qui allonge le délai légal de l'IVG à 14 semaines de grossesse, donc à 16 semaines d'aménorrhée, et a été publiée au journal officiel le 3 mars 2022. Bref.
Et donc j'ai signé mes papiers et parce qu'il y a une semaine de délai de réflexion, donc il vous faut le papier signé et vous revenez dans une semaine avec votre papier signé, votre délai de réflexion et on pourra procéder si vous voulez qu'on procède. Et donc voilà, on a réfléchi quelques jours avec Michele, on avait décidé que j'allais avorter, donc j'avais pris rendez-vous pour la semaine suivante et puis pendant le week-end il était pas là, il est allé jouer de la musique en France parce que juste comme du coup il est musicien et donc j'étais toute seule à la maison et je continuais à pleurer. Et j'appelais ma mère en pleurs et puis ma mère elle me disait mais tu le veux ce bébé? Et je dis bah bien sûr que je le veux. Je dis mais c'est pas raisonnable, il y a du risque quand même, tout ça. Et puis j'appelais ma grand-mère, alors c'était vraiment pas le truc à faire puisque c'était elle qui avait eu un bébé prématuré qui me disait ah, c'est n'importe quoi, je prendrais pas de risque. Ouais. Voilà. Ce qui se peut se comprendre vu son expérience du coup. Et puis moi d'un côté je me disais ouais mais bon, après je me disais c'est pas grave, je le garde, je vis ma vie jusqu'à la limite de la prématurité, jusqu'à 24 semaines là. Et puis après je reste tranquille, je reste à la maison tranquille pour pas prendre le risque qu'il naisse quoi. Et quand Mickaël est revenu de son week-end, je lui dis écoute, je crois que j'arrive pas à avorter, c'est pas possible. Alors bon, il m'a un peu fait la tronche, il était pas très content. Ouais. Mais ouais. Mais moi j'ai dit écoute c'est trop dur. C'est trop dur, j'arrivais rien en fait. En plus c'est vrai que t'as les hormones qui te font faire des émotions le grand 8 c'est clair que ça aide pas. Et puis en plus voilà, j'avais pris conscience, tu vois, c'est pas comme quand avant j'étais un peu dans le déni, tu vois, on s'en fout. Et là c'était genre je m'étais tout pris en pleine poire en une semaine quoi. Ça faisait beaucoup trop pour une semaine. Et c'est clair que c'est un sacré maelstrom d'émotions, de décisions, faut se rendre compte aussi, faut réaliser. Enfin, c'est ouais. Et puis il y a pas que toi, il y a ouais, voilà. conjoint, il y a ouais. J'imagine que ça doit être un sacré shoot de je sais pas quoi, mais un sacré shoot. Bah, je dirais que ça a été peut-être la période la plus stressante de ma vie. Pourtant, je suis pas trop une nana stressée, mais le soir, je m'endormais, j'étais vidée après ces journées-là. Je me souviens, là, j'avais plus de soucis pour m'endormir, quoi. J'étais tellement cuite. Ouais. Et Tu m'étonnes. donc voilà, j'ai dit moi, j'arrive pas à avorter. Je dis puis en plus si j'avorte, honnêtement, je sais pas ce que va devenir notre relation. Je sais pas du tout comment je vais réagir, si je vais réagir bien, si je vais réagir mal, si je t'en voudrais toute la vie, aussi au contraire, on va être encore plus proches. Je sais pas, je peux pas te dire. Je suis tellement paumée que je sais pas. Et du coup, j'ai dit mais et du coup, il m'a dit et il m'a dit, mais moi, je veux pas prendre le risque de te perdre. Il dit, si le deal, c'est qu'on soit 3 pour ne pas te perdre, et ben, j'accepte le deal. Mais lui, il en voulait des enfants à la base. Enfin, c'était un projet au moyen terme pour lui. On n'avait pas vraiment parlé, rarement. Il était plutôt non. Mais aussi parce que en fait il se sentait encore trop jeune, mais parce qu'en Italie ils font relativement tout plus tard, parce que il y a un taux de fécondité aussi plus bas qu'en France, ils sont moins motivés et poussés à faire des enfants. Nous on a quand même des allocs, des aides, machin. En Italie ça fait pas longtemps que ces choses-là ça existe. Et puis en Italie, ils attendent vraiment d'avoir une situation avant d'avoir des enfants. C'est encore un pays relativement traditionnaliste au niveau de la religion, donc souvent les couples se marient, s'installent ensemble, font la maison, sont stables au niveau du boulot avant d'avoir des enfants. Donc c'est très rare. C'est pas très rare parce que bon, c'est comme partout, il y a quand même des exceptions, mais dans notre entourage, les gens, ils attendent d'avoir une trentaine d'années avant d'avoir des enfants, voire plus, voire 35 ans. Et d'accord. on fait quand même partie des premiers. On a 2 autres couples d'amis qui ont des enfants, mais on fait partie des premiers quand même.
Ok, Et donc ouais, je pense que lui aussi, il se sentait pas prêt par rapport à ça, puis aussi parce que notre relation était entre guillemets fraîche, ça fait qu'1 an et demi qu'on était ensemble. Lui, avant moi, il avait eu d'autres histoires, mais juste avant moi, il avait été seul pendant, je crois, quasiment 2 ans, donc fait qu'il, même si moi je considère qu'il n'y a pas besoin de se réhabituer, mais entre guillemets qu'il se réhabitue d'être avec quelqu'un et tout ça. C'est sûr que c'est pas la même vie, hein. Non, c'est pas la même vie, c'est sûr, mais moi je pense que, enfin surtout moi, je je marche beaucoup plus au feeling, et puis moi je suis une nana qui fonce, quoi, genre si je me sens bien avec quelqu'un, bah j'y vais, quoi. Pour moi, il n'y a pas besoin d'attendre. Pourquoi on devrait habiter chacun chez soi pendant, j'en sais rien, disons 6 mois avant d'habiter ensemble, alors que on sait très bien que je serai 5 jours sur 7 chez lui, tu vois. Enfin, Je suis assez d'accord avec ça. Je fonctionne un peu pareil. donc voilà. Et Donc vous vous lancez. Enfin, il accepte. du coup, il accepte et ouais, et on se lance dans l'aventure. Donc Et alors, ça se passe comment la grossesse? au début, j'étais encore stressée, j'étais encore un peu paumée. J'ai eu des avis d'autres d'amis, tu sais, j'en parlais à ma mère, qui en a parlé à une de ses amies et clientes gynécologues, qui lui disait non, tu touches à rien, si elle veut garder la grossesse, tu touches pas à le stérilet. Une autre amie qui est infirmière, qui m'avait dit oui, je connais un autre gynéco, qui m'avait aussi dit comme ça, on touche à rien, tu gardes le stérilet, et puis il y a pas de raison que tu fasses une fausse couche ou un prématuré. C'est comme une grossesse normale. Une fois les 3 premiers mois passés, effectivement t'as plus de risques les 3 premiers mois de faire une fausse couche, mais normalement les 16 premières semaines passées, donc 4 mois, c'est hors d'eau entre guillemets, quoi. Enfin, tout devrait bien se passer. Il n'y a pas de raison que... Entre temps, j'ai commencé mon suivi à l'hôpital, donc j'étais à la bourre évidemment, donc ils m'ont un peu pressée pour faire des examens, donc j'ai loupé les premiers examens. Ça se passe comment en Italie, le suivi de grossesse? En Italie, ça se passe où tu vas chez un gynécologue privé et tu payes de ta poche. Et c'est relativement cher, parce que c'est environ 120 € le... Bon, ça dépend des gynécos, mais en gros, c'est entre 100 et 120, voire 140 € la visite avec l'écho. Ah oui, oh la vache. Sachant que t'as quand même 2 échographies obligatoires à l'hôpital, celle des 12 semaines et celle des la morphologique à, je sais plus, 4 mois et demi, un truc comme ça. Soit tu fais tout à l'hôpital, et c'est tout gratuit. Et donc voilà, tu vas à l'hôpital ou au planning familial, en fait. Aussi, ils ont un planning familial qui est un peu plus structuré que le nôtre, où ils s'occupent des grossesses et des nouveau-nés. Donc moi je suis allée à l'hôpital vu que j'avais commencé en allant aux urgences, du coup j'ai continué à l'hôpital, je suis pas allée au planning familial. Et ils te donnent rendez-vous à moi. Du coup au début c'était un peu rapide, mais en fait ils te donnent un agenda de la grossesse, comme t'as le carnet de santé du bébé, t'as l'agenda de la grossesse avec dedans toutes les ordonnances pré-remplies et toutes les dates à laquelle tu dois prendre rendez-vous pour tel truc. Et après, tu vois la sage-femme ou le gynécologue si t'es en suivi pathologique, qui te remplissent au fur et à mesure les documents pré-remplis et qui te disent, qui t'envoient faire les prises de sang, faire les échographies et tout ça. Toi, avec le stérilet, t'étais en grossesse pathologique? Alors du coup j'ai fait un premier rendez-vous avec une sage-femme normale qui m'a tout de suite aussi envoyé faire l'échographie des 12 semaines puisque j'étais à 12 semaines quand j'y suis allée. Du coup. Et après elle m'a donné rendez-vous, elle m'a fait passer en pathologique, elle m'a dit je vous fais voir un gynéco quand même avec le stérilet. Et le jour du rendez-vous avec le gynéco, elle m'a gardé exactement 3 minutes dans son cabinet. Elle m'a dit non, mais si vous êtes là pour le stérilet, vous êtes déjà, j'étais déjà à 16 semaines d'ailleurs. Un truc comme ça. Elle me dit pour moi c'est pas du tout pathologique, je vous renvoie en suivi physio, y a pas de raison que vous soyez là. Elle m'a fait écouter le cœur du bébé, puis hop, elle m'a mise dehors. Ok, c'est ok. Succinct. Non, elle avait autre chose à faire. Il y avait des urgences plus importantes. Donc à partir de ce rendez-vous-là, moi j'ai été rassurée dans le sens où bon, elle s'était pas occupée de moi, mais si elle s'était pas occupée de moi, c'était positif en fait.
Ouais. Et du coup, à partir de là, moi, je me suis tournée vers un cabinet de sage-femme privé. Parce que l'hôpital, ça me plaisait pas. En plus, avec le Covid, ça me saoulait. Le masque. Enfin, moi, je suis pas du tout stressée du Covid. Et ça m'a gonflé, quoi. Le Covid, ça m'a gonflé du début à la fin. Et je suis encore gonflée. Nous, en Italie, c'est pas fini. Le 14 mars, on n'a pas enlevé les masques, on n'a pas enlevé le pass sanitaire. Et moi, j'ai qu'une hâte, c'est que ça s'arrête parce que je suis pas sceptique, hein. Je suis consciente qu'il y a eu des catastrophes, hein, mais je considère que voilà, nous, les populations de jeunes de moins de 30 ans en bonne santé, sans maladie, style obésité, diabète et autres, je vois pas pourquoi on nous embête, quoi. C'est bon. Et, euh, et donc je suis allée voilà chez des sages-femmes privées qui ont été aux petits soins pour moi et ça a été vraiment génial. Alors bon, c'était aussi une certaine dépense, mais comparé au bien-être que ça procure et avoir des rendez-vous de 2 heures, 2 heures et demie au lieu d'un quart d'heure top chrono avec 45 minutes d'attente avant sur des chaises pas confortables, je trouvais que ça valait le coup. C'est clair. Mais parce que c'est pas pris en charge du coup? C'est pas remboursé? Je sais pas comment ça fonctionne le Non, système. ça fonctionne que elle te facture leurs honoraires, leurs honoraires, je sais pas comment ça se dit. Et en fin d'année, tu peux les soustraire de ta déclaration d'impôt. Mais je crois que c'est un truc du style 30%. Enfin, c'est pas beaucoup, hein. C'est Ah oui, effectivement. Ouais, donc tu sors quasiment toute ta poche, quoi. ouais, voilà. Non, c'est pas grand-chose quand même. Enfin, je sais pas parce que du coup, ma déclaration d'impôt pour l'année dernière, je la ferai au mois de septembre. Enfin, là, cet été, donc je sais pas trop te dire encore. Mais Ouais. que les gros... En fait, enfin si oui quand même, j'ai eu tout mon suivi de grossesse sur 2020, donc que j'ai déclaré l'année dernière en 2021. Et en 2021, il va falloir que je déclare l'accouchement à la maison. Qui nous a coûté quand même, je sais plus, 2700 ou 2900 euros. Waouh. Ah oui. Ouais. D'accord. Mais bon, après, moi c'était un choix, j'avais les économies de le faire. La région du Piémont nous a remboursé à hauteur de 900 euros et des brouettes, je sais plus. Et il y a un bonus bébé qui est donné à toutes les familles quand il y a un bébé qui naît de 800 euros. Donc en gros, ça m'a payé les 2 tiers de mon accouchement à la maison. Ouais, donc si t'as pas envie de passer par l'hôpital, faut quand même que tu aies un petit peu de sous, quoi. Ok, Ouais. ça marche. Et sans parler, enfin, au-delà du suivi, dans votre vie de tous les jours, ton mec qui était pas hyper fan de l'idée, il arrive à s'impliquer dans la grossesse? Ouais, il s'implique vachement parce que du coup, de la frustration de ne pas pouvoir aller aux échographies, et bah du coup, il me posait des questions. Enfin voilà, on en parlait. Moi, je me suis beaucoup du coup renseignée par moi-même via internet, les réseaux sociaux, des documentaires variés sur la physiologie de la grossesse et de l'accouchement. Et puis nos sages-femmes, j'ai fait un premier rendez-vous toute seule avec elles où je leur ai tout raconté, tout ce que je t'ai raconté à toi. Et où elle s'est platement excusée au nom de la profession. J'ai trouvé ça absolument merveilleux. Mais tu t'es dit, c'est là que tu vois aussi que c'est deux mondes différents, quoi. Elle m'a dit vraiment, je m'excuse au nom de ce gynécologue qui t'a dit cette chose-là. Si on veut pas tomber enceinte, on ne peut pas prendre des risques quand on tombe enceinte. C'est horrible. Ouais. Et après tous les rendez-vous, une fois par mois, du coup, c'était avec Michele. Ça, c'était génial parce que du coup, elle s'adressait pas qu'à moi, elle s'adressait à nous. Et puis au moment où je passais sur le lit pour voilà qu'elle vérifie mon ventre et tout ça, elle lui faisait poser les mains sur mon ventre, elle lui faisait toucher. Ah, c'est chouette. Elle disait, tu vois, là il y a la tête, là il y a les fesses, machin. Elle lui a appris à écouter le cœur du bébé aussi, comme ça, juste avec son oreille sur mon ventre. Donc ouais, c'était cool. Elle lui a montré des massages à me faire. Ouais, ça se fait à partir de 6-7 mois de grossesse. Pas trop avant parce que sinon il est un peu perdu dans le liquide amniotique. Mais ouais, tu peux écouter si tu
Du coup, lui, il a appris moi, je savais pas trop, il savait mieux que moi, dans quelle position était le bébé, où était son dos, et a positionné son oreille contre son dos, et a, du coup, a écouté son cœur. Ah, c'est génial. Ouais. Ouais, donc il a vraiment, pris Ouais, son parti là-dedans et il s'y est jeté à fond, quoi. ouais, oui, et puis c'est surtout que moi, à partir du moment, voilà, où je savais que j'ai décidé de sortir du suivi hôpital pour aller chez les sages-femmes privées, et à partir du moment où, enfin moi, voilà, la première fois que je suis allée les voir, j'ai évoqué l'idée de l'accouchement à l'autre domicile, sachant que voilà, je savais aussi que peut-être le stérilet ne nous le permettrait pas. J'étais quand même, je voulais pas partir en disant je vais accoucher à la maison. J'étais consciente qu'éventuellement c'était pas possible. Mais je lui avais déjà parlé aussi à Mickaël et je lui avais dit moi, si c'est possible, j'aimerais vraiment accoucher à la maison. Et alors, au début, il était pas trop chaud, mais comme il a vu que je m'en renseignais vachement, que je lui en parlais et tout, et puis les sages-femmes m'ont vachement rassurée aussi, et du coup, et puis après, il a eu le réflexe du papa qui dit de toute façon c'est toi qui accouches, c'est pas moi, donc hein, tu fais ce que tu veux. Ça, c'est cool. Un truc magique comme ça, ouais, c'est vrai. Bon, après quand même, de ce que j'ai pu entendre, les accouchements à l'hôpital en Italie ont l'air quand même plus physio qu'en France. Ah oui? Ouais, il y a un taux de péridurale que de 30%. Ah oui, la vache! Ouais, Il me semble, faudrait que je vérifie, mais il me semble que c'est 80% en France. ouais, je crois que c'est super élevé, ouais. Après vérification, selon l'enquête nationale périnatale 2016 réalisée par l'INSERM, 82% des femmes qui ont accouché par voie basse ont eu une péridurale. Ouais, la différence est assez impressionnante. Et les sages-femmes ont l'air d'être vraiment présentes, surtout à la fin du travail et au moment de l'accouchement proprement parler. Elles sont vraiment là, elles te coachent et tout. Il y a peut-être plus de moyens de donner à l'hôpital et à la santé, je sais pas. Je sais pas, j'en sais rien. Mais en tout cas, en tout cas, c'est comme ça. D'après ce que je sais, j'en suis pas complètement sûre, puisque du coup, j'ai pas fait l'expérience, mais d'après ce que j'ai entendu, c'est quand même plus physio ici en Italie. Ok. Juste avant de parler de ton accouchement, je voulais savoir si t'as aimé être enceinte? Oui et non. Ouais, enfin, à la fin, enfin, comme tout le monde, je pense qu'il y a des moments où t'es contente et puis il y a des moments où ça te saoule. Ouais, c'était cool d'avoir mon bébé dans mon ventre, de le sentir bouger. Mais après, je me sentais quand même aussi un peu une grosse baleine. J'ai fait de la rétention d'eau, c'était pas très agréable. Oui, j'imagine. J'ai à partir de 6 mois de grossesse et jusqu'à environ 3 semaines avant l'accouchement, j'ai eu des grosses remontées acides. J'ai passé 1 ou 2 nuits sur le canapé assise à cause de ça. Après, puis comme tout le monde, hein, au plus il grandit, au plus au début les petits coups que tu trouves rigolos sont douloureux. J'avais vraiment du mal à monter les escaliers. Et voilà. Et bon, et après je pense aussi que ça allait parce que je me suis mise en congé maternité super tôt. Parce que en Italie, si tu trouves quelqu'un qui te met en congé maternité, il faut trouver un gynéco qui dise que ça va pas, quoi, et qu'il faut que tu restes au repos. Mais t'es payé à 80%, même si tu t'arrêtes à 2 mois de grossesse, t'es payé à 80% toute ta grossesse. Ah oui, d'accord. Ouais. Ok. Donc moi je me suis C'est arrêtée. bien pour celles qui ont besoin, parce que parfois, il y a des grossesses, c'est juste pas possible, quoi, de travailler. Ah ouais, c'est sûr, ouais. Je trouve ça très bien aussi. Et en fait, ils arrêtent les professions à risque tout de suite aussi. Mon chéri, il a une cousine qui est ouvrière dans une usine. Ils l'ont arrêté tout de suite parce qu'ils ont dit avec les vibrations, machin, on ne veut pas prendre de risques. Les infirmières en général aussi, sauf si elle dit non, je veux pas, mais ils les arrêtent tout de suite. Pas mal de professions comme ça où enceinte, tu te reposes. C'est bien, c'est cool. Enfin, Ouais. pour celles qui le veulent et qui en ont besoin, je trouve ça cool. Ouais, c'est vraiment chouette, ouais.
Puis j'imagine que si c'est dans les mœurs, c'est que c'est aussi moins stigmatisé quoi, de t'arrêter parce que t'es enceinte. Oui, oui, ouais. Mais d'ailleurs, moi, au début, ça m'a fait bizarre, hein. Moi, je me suis dit, oh, putain, ça va, les infirmières, la vie est belle. Mais en fait, c'est moi qui pensais pas bien, quoi. Bah ouais, surtout des métiers aussi physiques. Et Ouais. donc toi, tu t'es arrêtée quand? Moi, je me suis arrêtée, en fait, moi, je me suis arrêtée parce que du coup, ça allait pas au boulot, j'étais en déprime complète, quoi. Je me suis mise en maladie, début septembre et j'ai eu mon congé maternité, à partir du 12 octobre, un truc comme ça. Et j'avais le terme le 24 janvier. Ok. Donc, Ouais, ouais, donc effectivement, relativement tôt. relativement tôt, ouais. Ok. Et donc, mitigé pour la Ah bah, grossesse. disons que je pense que ça, c'est comme je te disais, je pense que je l'ai aussi relativement bien vécu parce que j'ai été arrêtée tôt et que j'ai pu faire ce que je voulais et que j'ai pu me reposer. Si j'avais dû bosser, je pense que ça aurait été plus dur. Ouais, je comprends. Mm. Et alors, t'as projeté, enfin, tu voulais pour ton accouchement un accouchement à la maison. C'est courant en Italie? Non. Non, pas spécialement. Là, les sages-femmes, donc nous quand j'ai accouché, enfin quand j'ai fait mon suivi, parce que j'ai accouché début 2021, mais quand j'ai fait mon suivi en 2020, elles étaient 3 sages-femmes. Elles étaient en train d'en former une 4e qui avait donc déjà son diplôme d'obstétrique, mais qui est en train de se former à l'accouchement à domicile. Et elle faisait une quinzaine d'accouchements par an à 3. D'accord. Juste Ah oui, donc sur vraiment Cuneo pas et beaucoup. les alentours de Cuneo, ouais, donc vraiment pas beaucoup. Et Mais elles étaient spécialisées là-dedans quand même. bah, elles font du suivi, elles font de tout. Après, tu vois, moi, elles m'ont refait ma contraception après. Ouais. Euh, elles m'ont fait la rééducation du périnée. Enfin, elles font tout. Hein. Elles font aussi des qui a besoin de conseils sur l'allaitement, sur. Euh, mais elles Un font peu aussi. comme en Enfin, France où il y a ouais, les sages-femmes ont un grand champ de ouais, de possibilités. compétences. Ouais. De compétences, Et, merci. J'avais plus le mot. et bon, après, elles font quand même majoritairement des suivis de grossesse, mais elles font aussi pas mal de suivis de grossesse pour accouchement à l'hôpital. D'accord, ok. Pas forcément Et alors, accouchement à la comment ça maison. se passe pour toi? Ben, moi, comme je dis, si c'était à refaire, je ne changerais rien, parce que de toute façon, tu peux pas trop savoir de ce qui va se passer une première fois. Je pense que j'étais bien informée. Je pense que depuis, je me suis encore plus informée, mais je pense que enfin, pour l'époque, je pense que j'aurais pas pu savoir plus, quoi. Euh, Seulement, moi, mon accouchement idéal, c'était genre 2 jours, j'étais reposée, tout ça, sauf que j'ai commencé à rentrer en travail, à sentir les contractions à minuit. C'est l'heure où moi, je l'avais prévu Ah, d'aller me coucher, pas l'heure où j'ai prévu de commencer à rentrer en travail. je comprends. Ouais, ça partait pas très bien pour le repos, donc. Voilà. Et puis moi, dans mon imaginaire, ouais, voilà, j'accouchais 2 jours et puis je serais restée active toute la journée pour pour bien mobiliser mon bassin et pour que ça marche tout seul, tout ça. Ça s'est pas passé comme ça. Bon, ça s'est quand même très bien passé, hein, je vais pas râler, mais voilà, c'était pas non plus ce que je m'étais imaginé. Bah, vas-y, raconte-nous alors. Alors, j'ai beaucoup cousu en fin de grossesse. Parce que j'aime bien coudre et donc jusqu'à Noël j'avais cousu tous les cadeaux de Noël, des petites nièces, machin truc, et j'avais pas trop cousu pour moi et pour le bébé, donc les dernières 15 jours j'ai plutôt cousu pour moi et pour bébé. Et bon, j'avais encore plein de projets dans ma tête, mais je sais pas, je m'étais dit là on est à 1 semaine avant le terme, il faut que je lève la pédale, il faut que j'arrête. Donc j'avais dit j'arrête le dimanche, sauf que je ne me suis pas arrêtée le dimanche. Et j'ai dit bon, je finis mes 3 trucs lundi, et puis lundi je range tout et je m'arrête, et comme ça je me profite 2-3 jours, parce que bon, je sais pas quand est-ce qu'il va arriver, mais au moins je profite 2-3 jours avant qu'il arrive. J'ai comme l'impression que ça s'est pas passé comme ça. Voilà, exactement. Donc le soir, on dîne tard.
Puis j'avais un peu mal au ventre, mais ça faisait déjà 2-3 jours que j'avais un peu mal au ventre comme ça de temps en temps, parce que je me disais c'est parce que je dois abuser un peu trop. Effectivement, je couds peut-être un peu jusqu'à trop tard le soir. Je suis fatiguée, c'est la fin de la grossesse, machin. Et donc après dîner, je range, je finis mes 2 coutures, je range entre guillemets mon atelier. Et je sens que quand même j'avais plus mal. Alors du coup je me suis dit bon, dans le doute, je finis de mettre un coup de propre dans la maison, tu vois, dans le cas où je range un peu plus que d'habitude la cuisine pour que si jamais les sages-femmes elles doivent se mettre dans la cuisine pour je ne sais quelle raison, elles puissent s'y mettre. Et voilà, et puis je me prépare, je vais me coucher. Et puis là, la position allongée, c'est pas gérable. C'est pas gérable. Je regarde mon téléphone et je dis ah ouais, j'ai quand même une contraction tous les environ 5 minutes. Ah oui, direct. Ouais, bah oui, parce qu'en fait, ça faisait depuis 9h30 du soir que j'avais un peu mal au ventre, mais comme je faisais des trucs, je m'en rendais pas trop compte, quoi. Ouais, d'accord. Et puis là, la position allongée, c'était pas gérable. Alors du coup, je me suis dit, bon, bah, c'est pas grave. Et puis j'allais aux toilettes régulièrement quand même, tu vois, me vider un peu. Quand même, ça veut dire que si on se vide, ça veut dire que... C'est ce que j'ai cru comprendre, ouais. C'est quand même un signe assez important. Du coup, j'ai commencé à réveiller mon chéri et je dis, bon, bah, je suis désolée, mais je crois que c'est pour cette nuit. Il me dit, qu'est-ce qu'on fait? On appelle les sages-femmes, tout ça. Donc on appelle les sages-femmes. Entre-temps, moi, je m'étais transférée sur le canapé. Donc il leur parle et elle dit bah passe-la moi. Donc je lui parle et elle me dit non mais ça va, à t'entendre pour l'instant ça va, tu gères bien. Moi je viendrai pas tout de suite, c'est pas. Enfin, elle me dit qu'est-ce que tu veux qu'on fait, qu'est-ce que tu veux qu'on fasse. On se rappelle dans une demi-heure, dans 1 heure, dans 2 heures. Tu sais, un premier accouchement, les sages-femmes, elles y vont tranquilles, quoi. Ouais, c'est clair. Et du coup, je dis, bah écoute, moi je te rappelle quand ça va pas. Elle dit, ok, pas de souci. Et donc, je me suis remise sur le canapé parce que moi, mon but, c'était de dormir, en fait, depuis le début. Là, ça faisait quasiment 1 heure de sommeil que j'avais perdu avec toute cette histoire. Donc, je me suis calée avec des coussins sur le canapé, ma couverture, tout ça, puis j'ai essayé de dormir. Et en fait, j'arrivais à dormir entre chaque contraction. Donc c'était cool. Et puis au bout d'un moment, je commençais un peu à vocaliser à chaque contraction, quoi. Mais je dors, malgré que je vocalise pendant la contraction, j'arrivais à dormir entre chaque. Bon, ça devait être des micro-sommeils, hein, mais bon. Et en fait, mon chéri, il revient me voir. De visualiser, ça devait être... Il revient me voir et il me dit non, mais là tu chantes. Et la sage-femme, elle m'a dit que quand tu chantais, il fallait l'appeler. Du coup, tu dis bon, bah appelle-la. Vas-y, go. Elle arrivait 1 heure plus tard, mais elle était pas très contente parce qu'en fait, nous, nos sages-femmes, elles aiment bien être en binôme. Parce qu'en général, elles font le gros du travail toute seule avec ta sage-femme qui t'a suivi tout le long de ta grossesse et qui va t'accompagner dans l'accouchement aussi. Mais elles aiment bien avoir le backup d'une seconde sage-femme parce qu'elles notent tout ce qu'elles font. Donc tous les quarts d'heure, normalement, elles s'arrêtent et elles écrivent ce qui se passe. Et justement, quand t'es vraiment à la fin du travail, enfin quand t'es dans les poussées et tout, t'as pas le temps de t'arrêter toutes les 15 minutes à écrire ce qui se passe. Et quand même, attendez, madame. Monitorer le cœur du bébé, machin et tout. Et il me fait, putain, mes collègues, elles sont toutes les trois, parce que du coup, il y avait aussi l'apprenti, toutes les trois sur d'autres accouchements. Pas cool, quoi. Ah oui, donc elle était vraiment toute seule. En 24 heures, elles ont fait 3 accouchements, les pauvres. Et 3 accouchements, waouh. Ouais, en 24 heures. La veille et le matin et la nuit où le mien est né. Et donc du coup, enfin, et donc elle arrive, du coup elle me dit bah écoute, donc elle était toute seule et puis elle me dit écoute, vu la situation, vu que j'ai pas de backup pour le moment, je peux t'ausculter s'il te plaît. Pour savoir où j'en étais, tu vois, et savoir s'il fallait qu'elle se stresse ou pas. Donc elle m'ausculte, elle me dit oui, effectivement, je crois que j'étais déjà à 5, 6, un truc comme ça. Elle me dit oui, effectivement, ça avance là. Ça va vite finalement pour un premier. Non, mais elle savait que, enfin, elle était quand même plus ou moins au courant que ça allait aller vite parce que elle m'avait demandé
de me parler de ma naissance à moi, si je la connaissais, de comment ça se passait, si ma mère avait eu d'autres enfants. Et ma mère de moi, elle a accouché en 20 minutes. Waouh. Ouais. Bah, en fait, Ah ouais. elle est arrivée à la clinique, elle avait déjà fait tout son travail. Elle est arrivée, elle était déjà dilatée à 9. Et donc, Ok. Donc c'est comment on dit récurrent dans ta famille donc. pas récurrent parce que moi, du coup, j'ai été plus longue, mais enfin voilà. Et oui, donc elle se doutait que quand même ce serait un peu plus rapide qu'un premier accouchement classique. Et donc voilà, donc j'étais à quatre pattes sur mon tapis, accoudée à mon canapé, donc je faisais mon travail tranquillou. Voilà, j'étais quand même en travail. Et puis j'ai perdu les os. Elle m'a pas dit tout de suite, mais elle a absolument voulu me faire aller aux toilettes. Et oui, j'étais là, mais j'ai pas envie d'aller aux toilettes. Pourquoi tu veux? J'ai pas envie de faire pipi. Je veux pas y aller. Donc ils ont quand même réussi à me traîner jusqu'aux toilettes avec mon chéri. Elle me dit, mais je dis, mais j'ai pas envie. Il y a rien qui sort. J'ai pas envie. Et là, j'ai eu la première contraction de poussée sur les toilettes. Et donc la première tu comprends pas trop, puis la deuxième tu comprends, donc je l'ai accompagnée. J'ai eu là, je suis en train de pousser. Et elle me dit, elle était pas très, enfin elle a jamais été dans sa tête, elle s'est dit un peu merde quoi, mais je veux dire elle a jamais été stressante vis-à-vis de nous, tu vois, elle a été super professionnelle, elle nous a jamais stressé, elle nous a jamais dit ça va pas. En fait, elle voulait me faire aller aux toilettes parce que j'avais le liquide amniotique très légèrement tenté. Et normalement, quand t'as un liquide amniotique même légèrement tenté, tu vas c'est transféré à l'hôpital. Et du coup là, ouais. Donc du coup, elle était en train de commencer à songer à me transférer. Elle avait appelé ses collègues entre-temps qui disaient mais qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce que je la transfère? Machin. Elle dit parce que là quand même ça avance. Et du coup, elle m'a fait aller aux toilettes. Je sais pas pourquoi faire pour contrôler autre chose. J'en sais rien pourquoi. Et suite au fait qu'elle avait vu que j'avais du liquide un peu teinté. Et puis du coup je lui dis non mais là je suis en train de pousser, et là je dis ça y est ça pousse. Et alors elle m'a dit ok, donc du coup elle m'a réausculté, elle m'a fait me réallonger sur le canapé, elle m'a ausculté, elle m'a dit oui effectivement ça pousse, je vois que ça arrive quoi, on commence à voir les cheveux de la tête. Du coup elle m'a dit on transfère pas parce que je veux pas prendre le risque d'un accouchement dans la voiture. Et donc j'ai accouché à la maison. Entre-temps, la deuxième sage-femme est arrivée. Vraiment, je commençais à vraiment pousser sévère. Et bon, j'ai poussé pendant longtemps, par contre, tu vois. Je pense que j'ai poussé pendant quasiment 2 heures. Ouais. Ah, c'est assez paradoxal, du coup. Ouais, c'était pas... Enfin, disons qu'elle allait arriver... Du coup, moi, j'ai commencé à avoir les... On l'a appelée vers genre minuit et demi. Elle a dû arriver vers 1h30, 2h du matin. J'ai perdu les os vers 4h, 4h30 et il est né à 6h21. D'accord. Ouais. Et j'ai poussé pendant longtemps parce qu'en fait, il arrêtait pas d'être couronné, puis de re-rentrer, puis d'être couronné, puis de re-rentrer. Et elles m'ont dit, non mais ça va, 2, 3, 4 fois, mais au-delà, faut y aller. Enfin, faut y aller dans le sens, il faudrait qu'il sorte, quoi. Et donc du coup... Et puis en plus moi je commençais à être vraiment fatiguée, et les contractions commençaient à s'espacer. Moi sur le moment je m'en suis pas rendu compte, mais elles me l'ont expliqué après, et elles m'ont dit et du coup elles m'ont dit bon là Camille, la prochaine contraction tu pousses tout ce que t'as, il faut que la tête elle sorte quoi. Et j'ai poussé et la tête est sortie, j'en pouvais plus. Et elle m'a dit pareil, la prochaine contraction tu la loupes pas, il faut que le reste du corps sorte parce que elles ont capté que j'avais plus de contraction. Et effectivement son corps est sorti, c'était ma dernière contraction. Il n'y a plus rien eu après, c'était fini. Ouais. C'est fou. Ouais. Et j'ai poussé vraiment fort. Sur les dernières, j'ai poussé. Hein. Et pourtant, j'étais à quatre pattes. Avant, elle m'avait fait me relever pour faire pour qu'il y ait la force de gravité qui m'aide et tout. Et voilà. Et c'est pour ça que je dis, je suis vraiment reconnaissante de leur boulot. Voilà. Et puis d'avoir laissé le temps à mon corps parce que je sais qu'à l'hôpital, ça aurait fini en épisiotomie et en spatule ou en ventouse. Et puis moi, j'ai toujours eu un peu peur de l'hôpital. De toute façon, ça me branchait pas. Je me dis, même avant de tomber enceinte, même avant d'accoucher,
Je trouvais ça bizarre, les gens qui me racontaient leur accouchement, les perfusions, tout ça, pourquoi. Enfin, pour moi, l'accouchement, c'est un truc normal, quoi. Je veux dire, tous les mammifères accouchent. Enfin, je comprenais pas pourquoi on était obligé d'aller à l'hôpital et de se faire perfuser et tous ces trucs-là. Je comprenais pas. Et voilà, et donc oui, je pense que ouais, ça aurait été à l'hôpital, ça aurait mal fini, et puis j'avais peur d'aller à l'hôpital. Peur. Ça me dérangeait aussi d'aller à l'hôpital parce que je m'étais dit, moi, le jour où je vais accoucher, je vais être concentrée dans mon accouchement, j'aurais autre chose à faire que de leur dire, non, me faites pas ci, non, me faites pas là, non, je veux pas. Ah ouais, Et t'avais voilà. vraiment peur qu'ils te fassent qu'ils te surmédicalisent. Ouais. Et voilà, je pense que t'as déjà autre chose à faire quand t'accouches, que t'es déjà en train d'accoucher, que, en plus, te concentrer sur ce qu'ils sont en train de te faire et de dire non, j'en veux pas, ou expliquez-moi, parce que voilà, je veux qu'on m'explique. Et voilà, alors Bon, que voilà, sacré. on était sur la même façon depuis le début, quoi. Ouais, ouais. Ah oui, non, mais c'est sûr que je peux comprendre, je peux comprendre cette décision. Après, chacun met son curseur, là où il peut et là où il veut et c'est très bien comme ça, hein. Ah oui, mais moi, je suis Mais complètement consciente qu'il y a des femmes, ça les rassure vachement d'aller à l'hôpital, mais moi, au contraire, tu vois, et je ouais, trouve que, toi, ça te faisait peur. ouais, et il y a des gens qui comprennent pas ça, et qui te somment de marginal ou de cinglé parce que t'as accouché chez toi, et j'ai envie de dire, bah ouais, mais en fait, mais pour moi, c'était vraiment le plus sécure, quoi. Psychologiquement, en tout cas. Peut-être pas au niveau de ma santé, physique, mais psychologiquement, pour moi, il y a eu zéro. Si. Ouais, enfin, ça va avec le fait que la santé mentale, c'est très sous-estimé et bref, c'est un autre débat ça, je pense, mais ouais, c'est encore tout un sujet, ça, c'est clair, Mm. c'est clair. Et alors la Et voilà. rencontre avec ton fils? Tu ressens cette vague d'amour dont beaucoup te parlent à ce moment-là ou tu es trop choquée? Non, moi, déjà, moi, il a C'est fallu, enfin, moi, j'étais le nez sur l'assise du canapé, là, j'en pouvais plus, déjà, j'en pouvais plus, j'avais donné le sprint final du marathon, tu sais, c'était genre, j'étais, vraiment, j'avais fait mon effort physique, quoi, j'avais besoin de 2 minutes pour reprendre. atterrir. Ouais. Ouais. Et puis, bon, elles me l'ont posé entre les jambes, et puis il a pleuré, et puis elles m'ont un peu secoué l'épaule, genre, il est là. Voilà, j'ai relevé la tête, je l'ai vu. Non, ce que j'ai trouvé magique, c'est que bah il pleurait. Et je l'ai touché, et j'ai dit non mais on est là, te fais pas de soucis, on est là. Et il a arrêté de pleurer. Et ça, j'ai trouvé Oh, ça vraiment trop magique. mignon. Ouais, Ouais. je me suis dit mais ah mais en fait il sait, enfin je sais pas. Et après bah oui, j'étais vraiment contente qu'il soit là. Hein. Ça faisait bon pas 9 mois du coup, mais 6 mois et demi, 7 mois que je l'attendais. Et et puis j'étais aussi super fière parce que bah il y avait pas eu d'accouchement prématuré, mais en fait ça déjà depuis Noël en gros j'étais euh, je et puis voilà, j'avais accouché à la maison comme je voulais, ça s'était bien passé, donc ouais, j'étais contente. Et puis après moi je suis une nana qui faut faire les choses quand elles sont à faire, donc évidemment que j'étais contente, joyeuse, tout ça, mais j'ai pas vraiment ressenti la vague d'amour. Et au début, je l'ai pris contre moi, parce que je savais que c'était le truc qu'il fallait faire, tu vois. Mmh. Voilà. Oui, j'ai trouvé ça super agréable. C'était tout doux, le pot à pot, et puis on était en famille. Et c'était un moment joyeux. Et puis le fait qu'on on était à la maison avec les sages-femmes, et c'est tout plus relax, je suppose, que quand t'es à l'hôpital ou peut-être on te presse un peu. Enfin, après en salle de naissance, t'as pas tout le temps que tu veux là. Ah voilà, c'était fini. Autre chose, démarrer, mais tranquillement, calmement, à notre rythme. Et, et Chouette, quoi. on n'a pas été brusqué du coup non plus dans la rencontre, je trouve. Ouais. Enfin, et voilà. Et après j'ai expulsé le placenta aussi. Ça n'a pas été super facile puisque j'ai mis Ah ouais?
plus d'1 heure après, elles m'ont dit, mais Camille, ça fait 1 heure, t'as toujours pas expulsé ton placenta. Du coup, on va te relever, il faudrait que tu le sortes. Si t'as des contractions, non, j'ai plus du tout de contractions. Faudrait que tu pousses alors. Bon, il est sorti sans difficulté, mais enfin, du coup, ça a pas été inné, quoi. Je sais qu'il y a des femmes, la contraction d'après, ça sort ou quoi, et non, nous, ça a pas été inné. Après, Filippo est resté accroché à son cordon pendant plus de 2 heures après l'accouchement. On a vraiment attendu qu'il finisse de battre. Et je crois que quand j'ai expulsé le placenta, il avait pas encore complètement fini de battre. Donc elles m'ont dit c'est peut-être normal aussi, tu vois, il y a encore des échanges entre ton utérus et ton placenta. Mais comme le protocole dit que on fait, tu vois. Ouais. Voilà. Ouais, ça aussi t'aurais pas pu le faire. Bah écoute, j'ai eu tout ce que je voulais. Bon, elle m'avait fait une piqûre de cytosine tout de suite après la naissance du bébé. Parce que justement, quand j'avais plus de contractions, elles ont eu un peu peur de l'hémorragie. Mais en fait, après, une fois que, qu'elles m'ont fait sortir le placenta et tout, elles m'ont dit non, t'as perdu une quantité normale de sang. Et on sait pas si c'est la piqûre de cytosine aussi, ou si ton corps a fait son boulot. Mais voilà, en tout cas, il y a pas eu de souci, quoi. Ok, bon, tout doux, quoi. Jusqu'au bout. Ouais, Juste un petit peu long à venir, ouais. mais tout doux jusqu'au bout. Ouais, jusqu'au bout. Et alors, si t'étais préparée, toi, au postpartum? Ouais, je m'étais un peu préparée. Un peu moyen, presque beaucoup. Comment est-ce que tu as eu l'idée de le faire? Parce que, enfin, je sais pas comment vous êtes préparés à l'accouchement et à la naissance en Italie, mais on nous parle en France assez peu du postpartum et encore moins de le préparer. Donc, comment toi, tu as eu l'idée de le faire et qu'est-ce que tu as fait pour le préparer? Non, je me suis beaucoup renseignée, notamment via Instagram, et parce que j'ai découvert le compte du Mois d'Or. J'ai pas acheté leurs livres, mais je trouvais qu'ils diffusaient déjà beaucoup d'informations intéressantes via Instagram. Et puis ça m'a paru logique ce dont ils me parlaient. En fait, je me suis préparée surtout autant sur l'accouchement physio que sur le postpartum grâce à Instagram et des podcasts style La Matrescence ou La Doula Christelle Carder ou voilà, parce qu'en fait j'avais du temps pendant que j'étais enceinte, vu que j'étais à la maison, j'ai été à la maison tôt, et on s'est préparé au postpartum surtout en cuisinant. Moi, j'avais dit à Mickaël, il faut qu'on cuisine, il faut qu'on congèle. Alors nous, on a un petit congèle à la maison, que j'avais dit, faut que tu refourgues des trucs, on pose des trucs chez des amis, on pose des trucs chez tes parents. Je dis, c'est important qu'on cuisine. Et alors lui, il se moquait de moi. Il disait, bah ça va, de toute façon, même si toi t'es hors d'usage, moi je serai là, je pourrais cuisiner, y a pas de souci. Ouais. Ouais, il se moquait de moi quand même. Avec le recul, il a dû être content quand même. Il a dit que c'était une trop bonne idée, il le conseille à ses potes. Voilà, il m'a dit, en fait, j'ai vraiment sous-estimé. Il me dit parce qu'en fait, un bébé, c'est pas que toi qui t'en occupe. Moi aussi, j'étais fatiguée. Moi aussi, j'avais pas envie de cuisiner et j'étais bien contente parce qu'en fait, t'es là, t'atterris, quoi. Faut que tu t'habitues à ce nouvel être, à ce nouveau rythme. Il faut aller quand même, entre guillemets, me réparer moi aussi parce que je suis restée allongée. Pas à ne pas quitter le lit, mais je veux quand même rester allongée longtemps, 15 jours, 3 semaines. Parce que, moi, j'avais vraiment tout donné pendant l'accouchement, et j'étais vraiment fatiguée. Et puis, j'ai fait une diastasie des abdos. Et donc, j'avais le ventre qui tenait plus du tout. Donc, la sage-femme, elle m'avait bandé le ventre. Elle m'avait expliqué comment m'attacher le ventre avec une écharpe pour quand je me levais. J'ai pas eu de déchirure à l'accouchement, mais j'ai vraiment eu après des courbatures au périnée pendant genre 3 semaines, quoi. Enfin, et donc je tenais pas debout de toute façon. Et
c'est vrai qu'il y a des femmes, j'admire, qui arrivent à se relever tout de suite après et à être actives. Ma maman, notamment, elle m'avait dit, moi, écoute, j'ai jamais eu trop de soucis très peu de temps après l'accouchement. Moi, il m'a vraiment fallu 15 jours de lit pour m'en remettre. Ouais, on n'a pas non plus tous les mêmes séquelles de l'accouchement. Hein. Ouais, ouais. Et donc c'est vrai que ça a été très apprécié ça, et moi j'avais pas vraiment prévenu autour de moi, mais parce que bon, nos amis, comme je te disais, on est parmi les premiers à avoir des enfants, et nos amis proches n'en ont pas, et j'avais dit non mais de toute façon si vous venez avec de la bouffe, lors de question que vous veniez les mains vides, et voilà, et moi je serais dans mon lit et c'est très bien comme ça, et voilà quoi. J'avais un peu prévenu, et après quand même en Italie, la famille est très présente, il y a une valeur de la famille importante. Souvent les grand-mères ne travaillent pas parce qu'elles étaient femmes au foyer. Bon, pas quel pourcentage, mais il y a quand même un beaucoup plus fort pourcentage de femmes au foyer en Italie qu'en France. Donc elle est pas beaucoup venue, mais ma belle-mère quand elle venait, voilà, elle faisait le ménage, elle machin, puis elle comprenait que je reste dans mon lit, elle me prenait le bébé, elle s'en occupait, enfin tu vois, c'était pour eux c'est logique. Ouais, t'es bien entourée en postpartum. Enfin, oui, j'étais bien entourée. Ils étaient pas nombreux, mais ça s'est bien passé. Et, la personne que j'avais autour de moi était bienveillante. J'aurais bien Et aimé niveau avoir suivi plus professionnel, comment ça, professionnel. sage-femme. Alors les sages-femmes, elles viennent, elles sont venues tous les jours la première semaine. Donc elles sont venues. Donc moi j'ai accouché le mardi matin très tôt. Elles sont revenues elle est revenue en fin d'après-midi, le mercredi, le jeudi et le vendredi. Donc tous les jours. Et après elle est venue 2 fois par semaine pendant 1 semaine et demie. Et après elle est revenue au bout au bout d'un mois, un truc comme ça. Mais parce que elle a vu aussi qu'on n'était pas. En fait, il y a 8 rendez-vous en postpartum. Elles, dans leur package de accouchement à la maison, elles ont 8 rendez-vous postpartum à domicile. Et elle te les dispatche un peu comme tu veux toi. Vu que nous n'étions pas stressés, ça s'est passé comme ça. Mais si tu veux, elles peuvent venir absolument tous les jours pendant 2 semaines d'affilée. Et voilà. Ouais, c'est un peu plus développé qu'en France, quoi. Enfin, ça c'est parce que c'est les sages-femmes privées, hein. Dans le public, je sais pas comment ça se passe, hein. Ouais. Ah bah oui, du coup, oui. C'est le service, Ouais. je sais pas si on peut appeler ça un service, mais que oui, Ouais. que tu finances toi-même. Oui, c'est vrai que du coup, Les mamans restent aussi 2-3 jours à l'hôpital, comme en France. Mais après, je crois que oui, si tu veux, tu peux avoir quand même une sage-femme qui vient à domicile, mais je sais pas trop comment ça se passe. Ok. Et ton conjoint, alors là, on parlait de postpartum immédiat, mais même de manière un peu plus générale, pas forcément les quelques premiers jours. Je vais pas y arriver à la sortir cette question. Dans les premiers temps, voilà. Oui. Ton conjoint, est-ce qu'il arriverait à trouver sa place dans votre nouvelle configuration à 3 du coup? Oui, je pense que oui, parce que en fait, y a pas de congé enfin le congé de paternité en Italie c'est 7 jours, je crois maintenant, et encore il y a plein de gens qui le prennent pas. C'est pas. Ah oui, il est pas obligatoire? Je crois pas, je crois pas. Pas trop comment ça se passe, mais enfin du coup moi à l'époque, Michele il est musicien, mais il est aussi prof d'art dans les collèges et les lycées. Mais il fait que des remplacements parce que pour l'instant il est pas titulaire d'un poste. Au moment où j'ai accouché, il avait 4 heures par semaine dans un collège, et donc il a appelé pour dire bah voilà, je suis papa, je viens d'être papa, je voudrais prendre mon congé paternité. Et la secrétaire lui a dit mais en fait je sais pas comment ça se passe pour les hommes. Donc je te donne 2 jours de congés normaux parce que de toute façon t'as classe qu'aujourd'hui et demain, puis tu reviens la semaine prochaine normal. Mais bon, il avait que 4 heures par semaine, donc il était quand même très présent à la maison.
Et donc il a été très présent tout de suite avec son bébé et comme de toute façon son contrat s'arrête au mois de février, il a fait je crois du coup encore un mois comme ça, puis après il a été tout le temps à la maison avec nous. Bon, il avait d'autres petits boulots par-ci par-là, donc effectivement il s'absentait de temps en temps, mais il a été quand même très présent et ça c'est super cool, autant pour m'aider que pour le lien avec son fils. Trop chouette. Ouais. Ah, c'est vraiment important, je trouve, que le père, enfin, ou le père ou le coparent, de manière générale, reste le plus possible, même si malheureusement dans nos sociétés, c'est pas vraiment, rien n'est fait pour, mais c'est tellement important que le coparent ait la même place que la maman ou que. Du coup, nous, oui, enfin, il s'est beaucoup occupé de Filippo, puis moi, au début, il y avait un deal, c'était genre, tu t'en occupes 2 heures l'après-midi pour que moi je puisse dormir, et après, ça a évolué aussi avec l'âge de bébé, mais, non, il a été très présent, et puis aujourd'hui, ils ont une relation, vraiment, enfin moi je peux pas te dire, je veux dire si je m'en vais, si aujourd'hui, j'en sais rien pour une raison une raison X ou Y, pour une urgence, pour le boulot quoi, je dois m'en aller une semaine, j'ai absolument aucune crainte parce que je sais ils s'en occupent très bien, et puis Filippo il a aucun souci avec son papa donc, enfin voilà, c'est pas Nickel, genre, quoi. non aucun souci. Ouais. Si il va le Aujourd'hui, chercher. Filippo, il a quel âge? Il a 14 mois. Hier, il a eu 14 mois. Eh ben, joyeux anniversaire un petit peu plus tard. Moi, je m'étais toujours dit, Et je verrai alors? jamais qu'il a 14 mois. Mais les gens, ils m'ont dit, il a 1 an. Oui, mais il a 1 an combien? Bon, d'accord. Moi, je me suis arrêtée à 2 ans. Ah, tu as raison. Et quel bilan, toi, tu tirerais de ta première... Bah, du coup, tes 14 premiers mois de maternité? Moi, dans l'ensemble, je suis contente parce que c'est vrai que je m'étais préparée, mais je l'avais pas non plus trop idéalisé. Je m'étais dit, arrivera ce qu'il arrivera. Et puis ma mère m'avait toujours dit, tu verras, tu feras ce que tu pourras et pas ce que tu voudras. Ouais, ça, c'est vrai que on devrait le dire à tout le monde. Donc voilà, déjà j'étais partie de là en disant je n'idéalise pas et je ferai ce que je pourrais. Après je cache pas qu'il y a eu quand même des moments difficiles et des moments où j'étais très très fatiguée, notamment l'été dernier parce que je l'ai allaité du coup vu que je travaillais pas. Je l'ai allaité longtemps. Je l'ai allaité en gros jusqu'à Noël. Et il dormait pas la nuit. Et ça, moi, j'ai vraiment besoin de sommeil, plus la fatigue accumulée de la grossesse et du début de vie. Moi, j'étais vraiment KO. Et c'est vrai qu'on s'est un peu frité là-dessus avec Michael sur le fait que, parce qu'on était fatigués aussi, hein, donc forcément, t'es plus à cran plus facilement. Et qu'est-ce que j'en tirais du coup? J'en tirais que peut-être il faut un petit peu plus s'écouter et un petit peu plus s'imposer parfois, même vis-à-vis de son bébé, parce que moi je pense que laisser pleurer son bébé, effectivement il y a des limites, hein, je vais pas le laisser 4 heures pleurer dans sa chambre, mais je pense qu'il faut aussi mettre des limites parfois et mettre un cadre, et c'est notamment ce qu'on a mis pour le sommeil, pour qu'il dorme la nuit, qu'il fasse des nuits complètes et qu'on aurait dû faire plus tôt, parce que c'est aussi commencer à lui apprendre le respect de nous, de ses parents, et aussi de moi. Je l'ai dit qu'après, mais comment tu veux t'occuper correctement d'un bébé si t'es fatigué, et comment tu veux qu'il y ait un respect mutuel, et comment tu veux lui apprendre le respect si lui il a toujours eu droit de tout faire pour envers toi, et toi tu lui demandes des trucs en échange, ça marche pas quoi. Et Ouais. Il faut pas oublier sa santé mentale, ouais. physique et tout, en fait. Et c'est pas facile, hein. Non, mais en plus, je me plains pas parce que j'ai pas un bébé difficile à part le sommeil.
C'est un bébé facile, c'est un bébé très joyeux, très souriant, très sympa, qui va avec tout le monde. J'ai jamais eu de souci à le laisser à qui que ce soit. Tu vois, enfin, je veux dire, il y a des bébés qui sont aussi plus difficiles, plus demandeurs, et ou peut-être t'as du coup besoin de mettre un peu plus de limites un peu plus tôt, mais enfin voilà, en plus voilà, je j'ai pas trop de limites à imposer parce que de lui-même il est cool quoi. Ouais. Mais j'ai écouté ton podcast. Alors moi j'ai une mémoire en gruyère, mais sur l'auteur. Et je trouve que c'est très très Marie juste. Chedrit. Ouais, je trouve que c'est vraiment très très juste ce qu'elle dit. Et voilà, moi au bout de 14 mois, je te dis, eh ben elle a complètement raison, cette madame. Du fait que j'étais à la maison et que du coup je glandouillais un peu, je passais peut-être un peu trop de temps sur Instagram. Alors avant d'accoucher, c'était cool parce que je m'intéressais à l'accouchement, mais après avoir accouché du coup, je m'intéressais un peu plus à l'éducation et il y a certains comptes Instagram qu'en fait je n'aurais pas trop dû écouter parce que je me dis enfin, pas écouter parce qu'à chaque fois que je les regardais, je me disais non mais quand même elles exagèrent, moi je ferais pas comme ça avec mon gosse, tu vois. Mais en fait, à force de les voir, et ben si elles arrivent à planter leurs petites graines. Et voilà, je me dis que j'ai peut-être été un peu trop influençable et que il faut être décollé des réseaux. Mais bon, quand t'es confiné chez toi avec un bébé en bas âge, tu fais quoi aussi, quoi. Enfin, C'est clair, et puis t'es particulièrement vulnérable à ce stade-là, de la responsabilité du jour au lendemain d'un être entier qui dépend entièrement de toi pour vivre et apprendre à vivre en société. C'est Et que évidemment, t'as pas envie d'abîmer, que t'as pas envie de faire du oui, mal, et on n'arrête pas de te dire que ça va lui faire du mal, ça va lui faire. Forcément, même si tu penses que c'est exagéré, à force de l'entendre, je suis d'accord, tu finis par te dire ah, quand même. Et c'est pas facile ouais, ouais. de faire la part des choses, et c'est pour ça que je trouve important des livres comme celui de Marie Chedrit qui remettent l'église au milieu du village, quoi. Ouais, qui disent des choses complètement justes, effectivement. Bah après, moi, j'ai eu un autre souci à part ça, c'est que Mickaël était stressé quand même. Et je pense aussi que c'est à cause de ça qu'on a eu des soucis de sommeil avec Filippo, enfin des soucis de sommeil. Après, je vais pas me plaindre hein, parce que du coup, il a commencé à faire ses nuits à 8 mois. Il y en a qui commencent à faire leur nuit à 3 ans. Mais disons que je n'ai plus accepté à partir de 7-8 mois qu'il ne dorme plus la nuit. Donc j'ai fait en sorte qu'il dorme pour le bien-être de tout le monde parce que je trouve que même le bébé, depuis qu'il dort la nuit, il est différent le jour. Et il a fallu que je m'impose aussi vis-à-vis de Mickaël en lui disant écoute, moi j'en peux plus là. C'est ça ou j'explose. C'est où on met cette méthode en place, on serre les dents pendant 15 jours. Voilà, parce qu'au début, on me croyait pas. En fait, c'est ma mère qui a trouvé un livre sur une aire d'autoroute en promo, une méthode qui s'appelle Chronododo, ou enfin, et donc j'ai tout traduit. J'avais fait un tableau, je l'avais collé sur la porte de la chambre du bébé. J'avais dit voilà, maintenant le sommeil de Filippo c'est comme ça. On s'est engueulé là-dessus et je lui dis écoute Mickaël et moi j'en peux plus, c'est où ça où j'explose comme je te disais et je dis laisse-moi au moins essayer et je dis et participe à l'essai parce que si tu participes pas ça va pas marcher. Ouais, c'est clair. Il faut qu'on soit unis par rapport à ça et je lui dis les 5 premiers jours vont être difficiles comme c'est écrit sur la méthode et au bout de 2 semaines normalement ça devrait commencer à rouler vraiment. Et effectivement en 15 jours c'était réglé. Et il m'a dit j'étais stressée après coup hein, une fois qu'il a dormi, une fois qu'on s'était reposé donc 2-3 mois après il m'a dit effectivement j'étais stressée, t'as eu raison, c'était une bonne idée. Tu vois il me l'a dit après et aujourd'hui il est reconnaissant. Ouais, non, j'ai entendu parler de Chronozo et j'en ai entendu beaucoup de bien dans les résultats. Et voilà. Et parce que je lui ai dit, écoute, moi, je vais pas pouvoir continuer éternellement comme ça parce que j'ai envie de recommencer à travailler parce que je commence à tourner en rond, à m'occuper H24 du bébé.
Mais pour pouvoir retourner travailler, il faut que je dorme la nuit. Et enfin voilà, tu vois, c'était un cercle qui faisait en sorte que je dis donc on n'a pas le choix. Et je dis pour toi aussi, tu vas voir, ce sera beaucoup plus confortable. Ouais, Et t'étais prête. ouais. Mais ça Voilà. aussi, moi, je me suis rendu compte de ça beaucoup. Où il y a effectivement, il y a le bébé, tout ça, mais il y a aussi quand toi et ton conjoint, ou l'un plus que l'autre, hein, peut-être aussi des fois, Ouais. mais t'es prêt. Il faut que tu sois prêt. Mm. Une fois que t'es prêt, ça se passe bien. Avant, c'est se forcer et dans Enfin, tous moi les cas, il y j'aurais a un été truc prête avant, tu vois, mais et je pense que ça se serait peut-être fait parce que du coup je suis partie en vacances 10 jours toute seule avec mes parents. Et il faisait Filippo dormait plus en temps, disons qu'il dormait 6 heures d'affilée, tu vois, j'arrivais à le faire téter plus qu'une fois par nuit. Et quand Mickaël nous a rejoints, ça a été l'anarchie. Et là, je me suis dit, mais c'est pas possible, il y a un stress, enfin, je sais pas, il y a quelque chose, pourquoi ça marche plus, quoi? Et c'est là que ça m'a fait vraiment tilter, et je me suis dit, il faut qu'on trouve une solution, il faut qu'on trouve une solution. Et ma mère, en rentrant de vacances, qui trouve ce livre, voilà, c'était Comme un vraiment... signe. Ouais. Et alors, moi j'ai une grande question qui n'a rien à voir avec le sommeil pour le coup, mais est-ce que vous avez fini par retrouver le stérilet? Alors, théoriquement, dans quasiment tous les cas, puisque du coup mes sages-femmes s'étaient interrogées là-dessus, il doit sortir à l'accouchement avec la délivrance du placenta. Sauf que moi non. Décidément, il voulait plus lui, hein. Non. Du coup, parce que la sage-femme a joué avec mon placenta, hein. Du coup, pour charger le stérilet quand il est sorti, du coup on a même fait des empreintes et tout. Et elle me dit non, il n'y a pas de stérilet. Donc elle m'a envoyée chez un gynécologue de sa confiance, qui a essayé au bout de un peu plus d'un mois, qui a essayé de me le retirer en cabinet, mais qui n'y arrivait pas. Elle m'a dit, je le vois pas, y a rien à faire. Puis elle m'a fait un petit peu mal quand même. Enfin, c'est pas mal, mais c'était désagréable. Elle m'a dit, non, je suis désolée, je le vois pas, il faut aller à l'hôpital faire une hystéroscopie, je crois. Et donc elle m'a donné rendez-vous, et je sais plus, 10 jours, 15 jours après, j'avais rendez-vous à l'hôpital. Ils m'ont fait mon hystéroscopie, qui s'est très bien passé, qui a été très rapide, ils m'ont pas du tout fait mal, ils ont été géniaux, ils m'ont retiré le stérilet. Et je suis repartie avec mon stérilet. Quelle histoire quand même. Ce Ouais, et en stérilet. fait, ouais, c'était bien, je sais pas si c'est avec la cicatrisation de l'utérus. Enfin, déjà, il est pas sorti à l'accouchement, puis il s'était un petit peu collé dans la paroi de l'utérus, je sais pas trop quoi. Mais ils m'ont pas fait mal, hein, quand ils m'ont retiré, donc ça devait pas être vraiment... Mais il était là, il était adhéré. Il était bien. Bon, il était Et complètement à aujourd'hui... l'envers. Disons qu'il n'était plus fonctionnel. Il était là, mais pas Oui. fonctionnel. Bah oui, de toute façon, il l'a jamais vraiment aidé du coup. Si, il a été fonctionnel 1 an et demi quand même avant que je tombe enceinte. Ah bah oui, oui, bah oui, oui, je me gourre. Moi aussi, la mémoire, c'est un peu gruyère, hein. Ah, je confonds les dates. Et aujourd'hui, comment tu vas? Aujourd'hui, je vais bien. Je vais bien au niveau de ma maternité, je vais bien dans ma vie en général. J'en ai franchement marre du Covid et j'aimerais bien que ça finisse. Et j'aimerais retrouver une vie sociale, des concerts, sortir. Même si je suis consciente qu'avec un bébé, tu fais pas les mêmes choses au même rythme qu'avant. Mais non, aujourd'hui, moi, je vais super bien. Surtout que là, on a eu des super bonnes nouvelles cette semaine. On va acheter une maison. Ah, félicitations. Et voilà, donc on va enfin avoir la place dont on a besoin parce que du coup, lui étant artiste et puis moi étant aussi relativement créative, on a besoin de place et voilà, on va enfin pouvoir faire ce qu'on veut, où on veut, puis on sera chez nous, on fera comme on veut, on aura un bébé qui pourra gambader dans un jardin et voilà, non, on est très contents. Et non, moi ça va très bien. De toute façon, depuis que je dors, tout va beaucoup Ça va mieux. Tu m'étonnes. Voilà, hein, y a pas photo. Et puis je pense que ce qui peut dire que je vais bien, c'est qu'aujourd'hui
si je dois retomber enceinte, c'est pas un problème, tu vois. Je commence déjà à y repenser. J'en ai pas encore vraiment reparlé à mon chéri. Je pense que c'est encore un peu tôt, mais je veux dire, voilà, c'est pas une idée qui me dérange. Donc je pense que quand tu commences à y repenser, c'est que ça va. Ouais, oui, c'est clair. Et alors, avant de conclure cet épisode, j'aurais une toute dernière question pour toi. Si tu pouvais changer une seule chose dans la société, ce serait quoi? Je sais pas. Moi, je t'avoue que je suis relativement, à la fois, pourtant, je suis une personne assez enthousiaste, positive, mais moi, je suis déçue de voir comment les gens peuvent parfois agir par intérêt personnel. Ça m'énerve un peu. Je pense que la crise du Covid nous l'a montré. Je pense que la guerre avec l'Ukraine nous le montre. Je pense que nos politiques avec leur marché, leur lobby nous le montrent. Et je pense que c'est pour ça qu'on prend pas assez soin de la planète. Et parce qu'on marche tous à l'intérêt personnel et ça m'énerve. Plus d'altruisme. Ouais, je comprends que un petit peu quand même. Je veux dire, voilà. Faire dormir mon bébé, c'était dans mon intérêt personnel, je peux pas te mentir, il y a des limites, quoi. Ouais, clairement, on n'est pas sur les mêmes conséquences. Voilà. C'est clair. Ouais, mais je comprends, carrément. Merci beaucoup, Camille. Et je t'en prie, c'était un plaisir. J'espère à bientôt. À bientôt, oui. Voilà, j'espère que cet épisode t'aura plu. Se préparer et s'informer, ça a vraiment été la clé pour Camille. Et c'est aussi pour ça que mon podcast existe, pour aider à s'informer de ce qui peut exister et arriver. Je t'attends sur mon Instagram pour discuter de cet épisode. Et en attendant, si tu veux m'aider à développer ce podcast, tu peux mettre 5 étoiles et un commentaire sur Spotify et Apple Podcasts. Mais surtout, tu peux partager cet épisode autour de toi pour que, peut-être, il puisse aider une maman de plus. Sur ce, à très vite!